les prochaines guerres ne vont pas ressembler à ce qu'on imagine. Il n'y aura peut-être pas d'invasion massive, pas de tanks, pas de grandes offensives visibles. Les vrais rapports de force vont se jouer dans la technologie, le renseignement, la finance, l'espace. Et les États qui s'y préparent maintenant prennent une avance considérable, difficile à rattraper. Pendant que l'Europe dort, un vieux géant s'éveille et souhaite devenir la superpuissance de demain, l'Inde. J'ai donc invité Ram Dwivedi, entrepreneur dans l'armement en Inde. Il est proche des cercles stratégiques de New Delhi et formateur du renseignement français à Paris. Il a un regard que personne d'autre n'a ici. Il voit cette bascule de l'intérieur. Et vous allez voir qu'au-delà de comprendre le monde qui arrive, Ram a énormément à apporter aux gens ambitieux. Opportunités, stratégies, lecture des rapports de force, bref, des choses que vous voyez rarement dans le YouTube francophone. D'ailleurs, chose intéressante, si l'Inde avance aussi vite aujourd'hui, c'est parce qu'ils s'appuient énormément sur leur histoire, leur culture et leurs récits fondateurs. Et chez nous, on a un peu du mal à faire ça. Pourtant, comprendre son histoire, ses héros, ses grandes périodes, c'est une force énorme, surtout dans un monde en plein mouvement. Et dans ce domaine, il y a une maison d'édition française qui fait un travail remarquable, les éditions Phoenix, le sponsor de cette vidéo. Leur mission est précieuse, faire redécouvrir la grandeur de l'histoire de France à travers des œuvres littéraires de référence, écrites par les meilleurs auteurs. Vous y trouverez les grandes figures et les grands moments, Napoléon, Vercingétorix, la Révolution, et des chefs-d'œuvre comme l'Histoire de France de Jacques Bainville, mon préféré. Ce sont des livres fondamentaux qui vont permettre de comprendre la cohérence d'ensemble de notre histoire, de la Gaule à nos jours. Et pour les fêtes, ils proposent des éditions collector absolument sublimes. Couverture cartonnée au format royal, double embossage, dorure, plus de 20 illustrations. Ce sont de vrais objets d'art faits pour durer et pour transmettre et pour trôner fièrement dans une belle bibliothèque. Ah, et point important, tout est fabriqué en France, et une partie des bénéfices est reversée à la Fondation du patrimoine, pour soutenir concrètement la préservation de notre héritage culturel. En ce moment, ils ont une offre spéciale de Noël, tous les livres sont à 35 €, les éditions collector à 60 et la livraison mondiale relais est à 1 centime. Donc si vous souhaitez offrir une part d'histoire de France, quelque chose de beau, de solide et de vraiment significatif, je vous invite à aller sur édition-phoenix.fr. Le lien est dans la description. Et maintenant, on reprend notre émission. Selon toi, la guerre économique de demain ressemblerait à quoi? On va dans quelle direction? Alors, je pense que le gars qui te dit je sais ce qui va se passer, il ment. C'est assez compliqué de le voir. Ce qu'il faut voir, c'est que je pense que la guerre économique va avoir une grosse place dans la guerre classique de demain. On commence à le voir un peu en Ukraine. Le but maintenant, parce qu'un des intérêts de la guerre économique, c'est qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang, elle est un peu invisible. Il y en a un peu, mais si tu veux, c'est quelques personnes à la marge qu'on tue de temps en temps, si tu veux. Euh, Là où en fait les gens se disent qu'on pourrait faire entrer la guerre économique dans la guerre normale, c'est de se dire il existe un scénario où demain je pourrais faire une guerre contre un pays sans engager de soldats, avec que des moyens cyber, drones, guerre informationnelle sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et en fait tu pourrais créer une guerre entière avec ça. Alors je peux donner un exemple, hein, tu vois, si tu veux vraiment qu'on rentre dans le concret. Ouais. On va prendre deux grandes puissances. Là je ne parle pas, tu vois, d'une guerre au Somaliland. J'ai rien contre eux si tu veux, mais c'est des guerres qui n'ont pas ce niveau technologique là. On va prendre deux grandes puissances dans le top 10 mondial, ainsi de suite. À quoi ça ressemblerait une guerre demain entre elles? En fait, on ne sait pas trop. C'est pas, il va y avoir une ligne de tanks qui va. Le truc classique, tu vois, genre on va commencer à saturer l'espace aérien, les tanks vont avancer, on va bouger des bateaux. Tu vois. C'est pas ça, tu vois. Par exemple, on sait que les premiers trucs qui vont arriver, ça va être autour de la communication. Donc on devrait voir arriver un équipement militaire qu'on ne voit pas du tout, qui est l'ASAT, qui est le missile antisatellitaire. Alors il y a 4 pays qui ont déjà prouvé qu'ils ont des ASAT, donc la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Inde. Il y a plein d'autres pays qui en ont des ASAT. La France en a, tu vois. Juste la France ne veut pas le montrer, je pense plutôt pour des raisons écologiques et d'image. On ne va pas faire de débris, tu vois, dans l'espace. C'est le côté très clean des Français. Tu sais, les pays que j'ai cités s'en fichent complètement. Tu vois. Ouais. Donc, tu vois, on pourrait imaginer, enfin, ce serait très probable qu'en fait, il y ait des missiles qui partent pour détruire les satellites du pays que tu attaques. Et l'intérêt de l'Assad, c'est qu'en fait, comme il décolle à la verticale, c'est dur à intercepter. C'est dur à intercepter, tu vois. Ensuite, il y a un truc que personne ne voit actuellement, c'est que une fois que tu as pété les satellites, la plupart des communications sur Terre passent par des énormes câbles qui sont sur le fond de l'océan. Ok. Ces câbles-là, pour les faire sauter, ce que les pays préparent, c'est en fait c'est des drones sous-marins. Donc c'est des drones qui font la taille tu vois, du studio ici, tu vois, Ouais. avec un payload d'explosifs à l'intérieur. Tu le descends au fond de la mer, à 400 mètres de profondeur. Tu vas le cacher derrière un gros caillou à 30 mètres du câble, machin. C'est indétectable, tu vois. Il n'y a pas
des plongeurs, enfin c'est pas possible de faire de la plongée à 400 mètres, tu vois, sur tout le truc tous les jours, tu vois. Donc c'est indétectable. Et le jour où, si tu veux, tu vas vouloir faire une attaque, tu vas activer ces drones sous-marins, ils vont décoller sous l'eau, arriver près le câble, exploser, et donc tu vas avoir une coupure en fait du câble. Et même si le câble est coupé sur 10 cm, c'est suffisant pour qu'il n'y ait pas de communication. Tu vois. Donc le pays va être ça. Ensuite, tu peux avoir des drones jammers qui passent sur le pays, faire des attaques de cyberguerre pour bloquer les communications du pays. Enfin, tu vois, tu pourrais déjà commencer à complètement isoler le pays. Oui, c'est-à-dire tu fais une grosse déstabilisation du pays C'est dans ça. un premier temps. Ensuite, comme le pays a plus d'accès à la communication, tu vas avoir une communication sur les réseaux sociaux, sur les télés, ainsi de suite, pour expliquer ce qui se passe et avoir ton narratif à toi. Tu vas expliquer tu vois, tout ce qui peut se passer. On pourrait même arriver à des scénarios où le motif d'envahissement d'un pays militairement soit qu'un pays se plaint que l'autre pays l'a attaqué sur un autre front, typiquement le front de la cyber. Et tu justifierais une attaque militaire par un front cyber, tu vois. Les Américains le faisaient avec d'autres trucs en disant, tu te rappelles la fiole de j'ai un risque machin et du coup j'envoie des soldats. Mais c'est complètement asymétrique, tu vois, mais ça marche. Si tu as le narratif pour le faire, si tu es les États-Unis d'Amérique, tu as le narratif pour le faire, tu vois. Et après, maintenant, ce que beaucoup de pays testent, c'est, si tu veux, la guerre sans être humain, tu vois. Moi, par exemple, je fabrique des drones terrestres, donc c'est des sortes de tanks qui font 2 tonnes. Tu peux mettre ce que tu veux dessus, et en fait, ils avancent en essaim entre eux, si tu veux. En général, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un être humain qui en contrôle un, un opérateur qui contrôle un tank, et les autres sont contrôlés par rapport à c'est relatif par rapport à celui qui en avance, tu vois. Donc en fait, tu as un humain opérateur dans un bunker où tu veux sur Terre, qui contrôle 40 tanks, voilà. Et je ne sais pas à quel point c'est public ce que je vais raconter, mais les Russes commencent sur le sol ukrainien, il commence à y avoir des drones où il n'y a vraiment pas d'humains du tout qui sont utilisés. Et il y a eu des drones terrestres, je parle. Parce qu'on pourra en parler si tu veux plus tard, les drones aériens qui sont très à la mode, ainsi de suite, ont quand même le défaut de ne pas pouvoir embarquer beaucoup de charges utiles, de munitions ensuite. Tu vois. Sur un drone terrestre, tu peux mettre des chargeurs, tu vois. Et tu peux mettre de l'explosif, tu peux mettre beaucoup de payload. Et du coup, je pense que demain, on va aller de plus en plus sur le drone terrestre. Ok. Ouais. Donc, alors la guerre, mais justement, c'est marrant. Enfin, marrant. La guerre Russie-Ukraine. Il n'y a rien de drôle dans ce que je raconte du tout. Des fois, je souris. Non, mais c'est vraiment. Tu vois. La guerre Russie-Ukraine, j'ai l'impression que elle ressemble, par rapport à ce que tu me décris, à une forme de guerre de transition. Parce que justement, tu me disais, c'est la fin des tanks qu'on envoie, etc. Et pourtant, l'attaque initiale ressemble plus à ça des Russes. Et la mutation qu'on observe actuellement, c'est ce que tu dis, c'est avec les drones, etc. Non, en fait, c'est pas une mutation, c'est tout à la fois. En fait, tu sais, c'est comme l'énergie. C'est pas parce que tu fais des panneaux solaires que tu retires le charbon sur Terre. C'est t'empiles en fait des énergies. Oui. C'est ce que raconte, c'est pas de moi, hein, c'est Jean Covici qui est assez connu pour parler de ça, tu vois. Bah, en fait, j'ai un peu la même analyse sur la guerre en Ukraine. C'est que tu regardes, tu as des tranchées de l'artillerie, c'est la Première Guerre mondiale, si tu veux. Ensuite, tu as des tanks avec des avions, c'est en gros la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, tu as de l'informatique, de la cyber, ainsi de suite, donc c'est guerre froide, années 90-2000, tout ça. Et après, tu as de la guerre, comme tu dis, de transition, avec des drones, un nouveau truc qui arrive tous les jours, ainsi de suite, tu vois. Et après, tu as du rétrofit. Moi, un jour, je peux te raconter une histoire, c'était il y a 1 an. J'ai un de mes employés qui arrive au Northern Command, c'est-à-dire que le centre de commandement de l'armée indienne au nord de l'Inde, au Ladakh. Il y a un officier indien, un colonel, il sort son laptop, tu vois, il dit à mon gars, il fait « c'est quoi ça ?» Et ce qu'il montre sur l'écran, c'est des motocross. En Ukraine, et, tu vois, sur le front, machin. Ouais. La motocross, c'est une technologie qui est super ancienne, tu vois, c'est un truc qui coûte pas cher et tout. Sauf qu'elles sont électriques. Et en fait, ce qu'elles permettent, c'est que tu te les accroches. T'en as vu une en bas. Oui. Tu as vu la motocross? Oui, tu me l'avais montré. Tu l'accroches sur toi, tu te parachutes avec des forces spéciales derrière les lignes ennemies, tu tombes de nuit, machin, et les motocross, elles n'ont pas de signature thermique, pas de vibration, pas de son. Et en fait, la motocross, les armées n'utilisaient pas ça parce que ça fait un boucan infernal, c'est nul, tu vois. Bah là, maintenant, en fait, tu as un truc qui te permet d'aller super vite, qui coûte pas cher, tu peux machin. Donc les gars se parachutent, hop, ils avancent, ils acquièrent leur cible, ils repartent, il y a un hélicoptère qui les extrait, ils sont partis, tu vois. Et c'est devenu un truc ultra demandé, tu vois. Et moi, j'ai dû créer en 5 semaines une motocross pour l'armée indienne, pour ce besoin-là. Alors, tu vois, c'est du nouveau avec de l'ancien, parce que tu as un nouveau moyen d'utiliser ce truc. Oui, puis c'est des trucs que tu pouvais voir dans des films de James Bond, pourtant il y a 10 ans. Tu vois. C'est des trucs. C'est vrai que ça me fait penser, là, quand j'avais fait des interviews de gars des forces spéciales, etc., où ils me parlaient de cas où ils avaient été parachutés, puis après, en fait, c'est des kilomètres de marche, mine de rien. C'est pour ça que les gars sont d'excellents. La marche et la course, c'est le truc de base du fantassin, si tu veux. Et tout ce que tu peux permettre pour optimiser ça, que ce soit les exosquelettes, les motos, ainsi de suite, tu vois, va dans le sens d'optimiser les forces spéciales. Et les forces spéciales, je pense, vont prendre de plus en plus de place dans le futur. Et par rapport aux moyens dont tu as parlé de déstabilisation, etc., sur la guerre russo-ukrainienne,
Là, pour le coup, ils n'ont pas envoyé toutes les munitions qu'ils ont tous en réserve, chacun de leur côté, tu penses? Enfin, ça retient ses coups sur sa capacité de Ouais, déstabilisation? ouais, ils pourraient aller beaucoup plus loin, tu vois, sur ce qu'ils font, mais je pense que c'est leur intérêt de pas trop bouger, tu vois, actuellement. J'ai l'impression on est dans une époque où c'est les premières fois où on retient un peu ses coups sur la guerre. Genre, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, on envoie tout ce qu'on a, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres guerres aussi. Tu vois, la guerre qu'on a eue entre l'Inde et le Pakistan, c'était très mesuré, tu vois, on voulait surtout Mhm. pas que ça déborde. Donc tu vas vraiment faire des frappes super précises. Ce qui fait des fois que en fait, tu prends tellement de précautions pour pas trop abîmer l'autre que tu vas t'abîmer toi-même. Ouais. Mais non, il y a pas mal de moments où tu veux pas trop le faire, tu vois. Mais oui, toutes les guerres. Le problème en France, je pense que c'est que la grande guerre pour nous, c'est la Première Guerre mondiale, Mhm. qui est peut-être la pire boucherie de l'histoire de l'humanité. Toutes les guerres ne ressemblent pas à ça, bien heureusement, tu vois. Et tu penses que pour la guerre de demain, t'as lesquels de pays se positionnent le mieux là-dessus? En tout cas, sont les plus ambitieux et on prépare le plus ce Bah, tu terrain. regardes au final, qu'est-ce qui va jouer? Ça va être ta supply chain, ta logistique, ta tech, tu sais, Ouais. ta tech, tu vois, ça va être ça qui va jouer demain en fait. Ça va être des guerres industrielles. Là, pourquoi? Si tu veux, les gars, tu vas sur un plateau télé français, Mhm. les gars qui parlent de la guerre russo-ukrainienne, c'est l'idéologie. Ils disent Poutine est méchant ou Zelensky est méchant. On s'en fiche, tu vois, c'est bien pour les plateaux télé, mais c'est pas ça. Si tu regardes aujourd'hui qui va gagner la guerre ou qu'est-ce qui se passe, tu vois, en fait, tu regardes les lignes de production de ce qu'ils font, tu vois. Ce qui est intéressant à regarder, c'est l'usine au Tartarstan, tu vois, des Russes qui produisent du drone Shahed, tu vois, à fond. Tu regardes à peu près l'output de l'usine, tu regardes combien de drones ils font par jour. En général, les gars bufferisent de 3 jours, tu vois, pour en faire un stock un peu plus grand. Ils saturent l'espace aérien ukrainien. En face, les gars utilisent des missiles beaucoup trop chers qu'ils ont récupérés des Américains. Et en fait, tu peux faire et à chaque fois qu'ils arrivent à faire ça, ils arrivent à prendre 2 km En fait, ta métrique de la guerre, elle est là, tu vois. C'est ça que tu analyses la guerre, en gros, par la logistique, la supply chain et la tech que tu es capable de mettre, tu vois. Et finalement, c'est beaucoup. Alors, c'est moins sexy que la capacité d'un soldat à mettre une balle en tête d'un gars à 2 km. Mais la guerre aujourd'hui, c'est pas ça, tu vois. C'est vraiment cette capacité-là. Donc, bah, quels sont les pays qui ont ça aujourd'hui? Les Américains, ils ont la meilleure logistique au monde. Tu sais, quand tu parles des forces spéciales françaises, ils rigolent souvent tu sais, des soldats américains qui sont sous stéroïdes, Ouais. qui ont les Qui ont Burger les King, les Burger King Domino's et tout. Pizza dans les trucs et tout, tu vois. Ce qui est vrai, tu vois, genre le chat maigre français est infiniment plus glamour, tu vois, que le gros soldat américain qui est sous traîne, tu vois. Mais en fait, c'est leur armée a été faite parce qu'ils ont une logistique. Hmm. En fait, pour un gars qui combat, ils ont 5 mecs en logistique. La France, on doit être à 1 pour 1, tu vois. Donc ils ont une plateforme de logistique tellement forte. Tu te rappelles quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, les Français arrivent avec des tentes, alors des Ouais. mecs super, les sapeurs-pompiers, les trucs comme ça. Les Américains appuient sur un bouton et ils sortaient un hôpital de campagne, tu vois, qui sortait d'un bateau. Enfin, tu vois, c'est un niveau logistique qui est énorme. Mais aujourd'hui, c'est ça la guerre de demain, tu vois. Et donc les Chinois et les Américains, ils ont ce truc-là ultra fort, si tu veux, de pouvoir mettre des usines énormes derrière. Mais Et est-ce tout. que c'était Je pas dis pas que la prévisible France l'a ça? pas, tu vois. Par exemple, j'entends tout le temps ce commentaire un peu débile de la France n'a pas de munitions, on a toujours de munitions. Ce qui est vrai, mais on a préparé plein d'usines Hmm. tu vois, qui sont prêtes demain à démarrer s'il y avait besoin de faire des munitions. Tu vois, les Français sont pas débiles non plus. Tu vois, je suis prêt à avoir plein de critiques sur l'armée française. Tu vois, peut-être qu'on manque. Je suis d'accord, il faudrait augmenter les budgets, avoir plus de trucs. Mais la France, c'est pas non plus n'importe quoi. Tu vois, les gars préparent un peu le truc quand même. Hmm. Euh, mais effectivement, les deux pays les plus impressionnants, c'est les États-Unis et la Chine. Et ce qu'il faut voir aussi, que beaucoup de gens oublient, et nous on l'a vécu parce qu'on a eu des morts avec la Chine il y a quelques années, c'est que le rapport aux soldats morts est très compliqué en Chine. D'accord. On a souvent l'image de la Chine, historique, où ils ont envoyé des millions de soldats se faire tuer, Oui, c'était enfin, pas grave, ils ont tu quand même vois. fait une famine tout seul où ils ont tué 60 millions de Ouais, personnes. ils ont dans leur histoire des moments machin. Sauf que pour la première fois de leur histoire, ils sont plus à ce niveau-là. Ils ont D'accord. la politique de l'enfant unique depuis longtemps. Ah. Pour un soldat chinois, il y a 4 grands-parents. Et c'est le seul petit-enfant pour 4 familles. Ouais, là, tu détruis la lignée tout Donc de c'est suite. compliqué. Non, on a eu un petit clash avec les Chinois en mai 2020 dans l'Himalaya. Hmm. Et il y a eu, je crois, alors, ils ont mis. Encore maintenant, ils annoncent, ils acceptent un nouveau mort tous les mois, si tu veux. Ils doivent être à 70-80 morts, si tu veux. Ok. C'est pas énorme, hein, tu vois, c'est pas un truc de fou. Mais pour eux, c'était très compliqué à avouer. Ne serait-ce que pour leur population. Pourtant, c'est un pays qui contrôle. Puis on parle de 1 milliard 500. Tu vois, ils sont nombreux, machin et tout. Mais c'est très compliqué pour eux à pouvoir avouer. Alors que du côté indien ou pakistanais, on est des peuples, on perd des soldats tout le temps, tu vois, à la frontière, on a l'habitude, donc c'est intégré, tu vois. L'Inde, on est 1,9 enfants par femme. Donc on est en seuil de renouvellement, mais on a encore un peu de population, enfin pas encore un peu de démographie. Et les Pakistanais, ils ont une énorme démographie, donc eux, ils s'en fichent de perdre quelqu'un, tu vois. Mais pour les Chinois, c'est devenu un truc assez compliqué.
Et on l'a vu à ce moment-là, en fait, ouais, c'est compliqué pour eux. Et c'était, tu vois, la dernière fois avant 2020 que c'est perdu un soldat, c'est en 79. C'est la troisième guerre du Vietnam. Là, il y a eu vraiment des morts côté Mhm. chinois. Entre 79 et 2020, il n'y a aucun soldat chinois qui est mort au combat. D'accord. Et là, il y a eu un peu, mais sinon, il n'y a pas eu vraiment de Mais du morts. coup, ça serait un blocage. Enfin, donc ils ont si jamais ils voulaient attaquer Taïwan, par exemple, ils ont Ça besoin de faire un va travail être sur la population ouais, ça va être colossal. très compliqué de justifier les morts. Tu vois, la France ou l'Inde ou les Ouais. États-Unis, l'image comment ça s'appelle, d'un cercueil qui revient avec le drapeau, c'est un truc qu'on a l'habitude. Ouais. Tu vois, c'est triste, hein, à chaque fois, c'est un drame, tu vois. Mais c'est un truc du quotidien. On a l'habitude de Hmm. voir des soldats qui meurent. Eux, ils n'ont pas ça du tout. Et ils savent pas comment le gérer, tu vois. Moi, je discute beaucoup avec les think tanks chinois. Je vais en Hmm. Chine tous les ans, ainsi de suite, tu Oui, vois. parce qu'en plus, les Chinois, ils ont ce côté, ils n'arrivent pas à admettre l'erreur ou des trucs comme ça, et donc ils arriveront pas à glorifier le mort Et qui comme on va le fait nous, prendre quoi. l'ownership, tu vois. Ouais. Tu sais, le militaire, l'officier français, il accepte, il dit voilà, c'est de ma faute. C'est moi qui ai poussé un de mes hommes à Tu vois, il y a un côté Hmm. ownership qui est énorme. Eux, je sais pas qui va récupérer, tu vois, la justification et tout. Ils vont D'accord. devoir s'aborder des mecs, tu vois, en fusible, tu vois, pour pouvoir justifier ça. Ça va être Hmm. compliqué pour eux. Parce qu'au final, je vais pas dire du mal de l'armée chinoise, ils ont une énorme armée, ils ont le deuxième budget au monde, ils sont très bien entraînés, ils ont du très bon matériel et tout, tu vois. Mais récemment, c'est quand même plus une armée qui contrôle sa propre population, Oui. de contrôle de sa propre. C'est une gendarmerie, si tu veux. J'ai un contre la gendarmerie, tu vois, mais la gendarmerie n'est pas, tu vois, c'est pas un truc euh, que une armée classique Ouais, bien comme sûr. peut l'avoir la Russie ou les États-Unis. Voilà. Parce que moi, je m'étais fait la remarque assez naïvement en me disant, bon, si jamais, par exemple, je sais pas, ils perdent plusieurs centaines de milliers d'hommes en envahissant Taïwan, rapporté à la population chinoise, c'est pas non plus quelque chose de colossal, d'autant que je crois qu'en plus, ils ont un surplus de 20 millions d'hommes qui sont pas mariés, enfin, à cause de la politique de l'enfant unique et tout. Je dis, s'ils les perdent, c'était pas si grave que ça. C'est un peu comme si la France, en envahissant la Belgique à une autre époque, Après, perdait 5000 c'est un soldats, pays qui quoi. a un sens sacrificiel, donc s'ils arrivent à En fait, ouais, c'est ça. Je pense que s'ils arrivent à l'objectif, et que pour eux, c'est pas envahir, c'est réunir les deux Chines, Ouais. ils accepteront le truc. Mais s'ils ratent, là, ça va être compliqué. Hmm. Là, Là, justifier, ça va être le compliqué. truc pète Ouais. dans la foulée. Ils ont le sens du sacrifice, mais le sacrifice, Hmm. enfin, tu sais, c'est un truc contre quelque chose, tu vois. Ouais. Et si on regarde maintenant plus chez nous, les Européens là-dedans, ils font quoi? On s'en sort comment? Il faut regarder, il faut se dire quoi à propos de l'Europe aujourd'hui dans sa position face à une guerre de demain ou quoi que ce soit. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'armées en Europe. Tu vois, la France reste la meilleure armée de l'Union européenne, Mhm. en tout cas de loin. Il y a des pays qui montent bien. La Pologne commence à avoir une bonne armée, ainsi de suite. Euh, la France a le meilleur service de renseignement d'Europe de très loin, parce que historiquement, parce que les réseaux internationaux et ainsi de suite. Même s'il y a d'autres pays qui sont loin d'être honteux dans l'Union européenne. Après, le problème, encore une fois, c'est que comment tu gères cette union. Est-ce que, tu vois, une des questions, c'est si demain il y a une guerre en Europe, peu de gens le savent, mais c'est l'OTAN qui va intervenir et pas l'Europe, parce que les traités Mhm. otaniques sont au-dessus des traités européens sur la partie, tu vois, D'accord. militaire. Et pourquoi, tu vois, pourquoi ce serait les États-Unis qui interviendraient sur le sol européen pour dépendre d'un pays balle, tu vois, genre l'Estonie qui a un problème avec la Russie, plutôt que la France. C'est un peu ça l'illisibilité du truc. Mhm. Après, ce qui est intéressant à voir, c'est. Moi, je vais donner tu sais, ma vision indienne ici du truc. Alors, c'est pas ma vision à moi, parce que moi, je la partage pas parce que je connais bien la France, tu vois. Je suis un quart français, j'ai vécu 20 ans en France. Mais c'est un peu la vision que tu as ici. Et souvent, les gens essaient de me la. Parce que je suis un peu le monsieur France, si tu veux, dans les réseaux politico-géopolitico-indiens, si tu veux. Je suis le seul, tu vois, c'est pas très Ouais. compliqué, je suis le seul. J'ai pas beaucoup de compétition. Et j'ai un discours qui revient super souvent sur le risque de guerre civile, si tu veux. C'est que pour un Indien ou pour un Chinois, l'Europe, c'est une zone qui est politiquement ultra instable, ce qui est plutôt vrai, et ils voient un risque de guerre civile énorme. Pourquoi? Parce que ils regardent, ils analysent les réseaux sociaux et la presse européenne, et ils ont aussi le son de cloche américain. Et Mhm. les Américains ont toute cette notion, tu sais, de no-go zone et de trucs comme ça, où ils parlent beaucoup d'une balkanisation Oui. de l'Europe. Et en gros, les Indiens, donc encore une fois, c'est pas un truc, je le raconte parce que je trouve que c'est intéressant pour une audience. Oui, bien La sûr. plupart des gens sont en France, des gens qui te regardent. Mais tu as des conférences, même, on a une sur Internet du professeur Vidyanathan, qui est un professeur à l'équivalent d'HEC en Inde. Le gars parle de ça à la télé. En gros, il dit il y a 4 pays qui sont complètement foutus en Europe. C'est la Suède, la Belgique, l'Allemagne et la France. Il met le Royaume-Uni à part, pas en Europe. Et ces pays-là vont aller vers une guerre civile à court ou moyen terme. Et donc la question, nous en tant qu'Indiens, c'est quelle est la réponse militaire qu'on va apporter.
On l'a eu très récemment, il y a eu une énorme crise politique au Sri Lanka il y a 2 ans. Ouais. Et à ce moment-là, l'Inde avait préparé 300 000 soldats pour aller au Sri Lanka. C'est en face, tu vois, c'est pas Ouais, très ouais. compliqué. Pour faire une opération de maintien de la paix, une sorte d'opération de casque bleu, mais énorme, tu vois. L'Inde, en gros, si tu prends les réservistes, les machins, il y a 1,6 million de soldats d'actifs, plus des millions de réservistes, tu vois. Donc, on a une grosse armée. Donc envoyer 300 000 soldats, on sait le faire, tu vois. Et en gros, tu as des débats en Inde entre des experts militaires, des IFS, des services, des diplomates indiens, Ouais. des trucs comme ça, où ils sont dans des petits bureaux, si tu veux, avec un chai, et ils disent, est-ce qu'en France, s'il y a la guerre civile, il faut envoyer 300 000 ou 400 000 soldats? Ça, c'est une Et ça, réflexion c'est en lunaire. Inde, lunaire, mais Ouais. si tu veux, du truc si tu veux. Mais c'est fou parce que ça montre un changement de paradigme. À quel point. Ça, c'était le genre de discussion que tenaient des Anglais et des Français entre eux il y a plus d'un siècle. Sur Ouais. l'Inde. En se regardant l'Inde en mode bon, alors si telle partie de la population indienne fait trop chier, est-ce qu'on pourrait pas mettre une opération maintien de la paix, Ouais, machin, ouais. voilà. Bon, on les divise entre musulmans et indiens. C'est plus les Britanniques que les Français qui ont fait Voilà. ça en Inde. Mais en Inde particulièrement, Ouais. parce que c'était plus la chasse gardée britannique, mais dans le monde, avec Ouais, les c'est pays sûr, africains ouais, et bien tout, sûr, tu vois, bien c'était ce sûr, ouais. comportement-là. Et aujourd'hui, se dire que des pays, mais s'il y a ces discussions-là en Inde, je suppose que tu peux là aussi la retrouver typiquement en Chine ou ce genre de truc, Ouais. en mode, bon, alors du coup, la France, l'Angleterre, la Belgique, bon, si jamais ça vrille, comment est-ce qu'on gère la chose? Et ça montre quand même le changement de paradigme Ouais. colossal et le changement de puissance relative qu'il y a eu entre les pays, quoi. Ouais. C'est L'Inde impressionnant. est le plus gros participant au maintien de la paix de l'ONU. D'accord. Donc le plus grand pouvoir de casque bleu au monde, c'est l'Inde. Donc l'Inde a une culture, si tu veux, d'envoyer des soldats au Soudan, au Congo, au Liban. Il y a énormément de soldats indiens à travers la planète pour des opérations de maintien de la paix. Donc eux, ils ont intellectualisé que ailleurs sur Terre, guerre civile, on envoie des soldats. D'accord. Avec un format casque bleu. Je ne te dis pas que c'est pour faire la guerre, c'est pour maintenir la paix. Donc si tu veux, eux, ils lisent que l'Europe est en train d'avoir des gros problèmes, mais ils voient ce truc-là. Après, il y a d'autres pays qui le voient différemment. Tu parles de la Chine. Eux, ils le voient un peu différemment parce qu'ils sont beaucoup plus avancés dans la réflexion géopolitique que l'Inde. L'Inde, on est à un niveau très basique, si tu veux, là-dessus. Eux, les Chinois, il y a 2 autres pays qui ont eu la même réflexion. C'est de négocier avec la France et de leur dire, voilà, vous avez un problème sur votre territoire de stabilité dans votre pays, lié à des événements exogènes, on va dire, qui pourrait amener à un risque de guerre civile. Maintenant, si on regarde, c'est pas la majorité de la population de ton pays, c'est quelques milliers d'éléments. En gros, en France, il y a 2600 gars qui sont vraiment compliqués. Je ne parle pas de militants écologistes, tu vois ce que je veux dire. Bon, on parle des fichiers S. Ouais, voilà, des mecs vraiment durs, tu vois, il y en a 2600 en France, si tu veux. En fait, ces 3 pays-là, et je viens de citer un qui est la Chine, ont déjà fait des propositions à la France, tu vois, en diplomatie, ce qu'on appelle 1.5, en disant, voilà, nous, on est prêt à vous gérer ces 2600 mecs-là sur votre territoire, sur un horizon de 24 mois, par exemple, tu vois, où chaque mec va avoir un problème, tu vois, d'indigestion, un mec, les freins vont lâcher, un type va être tué par son amant ou son amante, tu vois, ou je sais pas quoi, tu vois, et puis en fait, on va vous en débarrasser, tu vois, sur 2 ans. Et comme c'est pas des gars qui sont des opposants politiques super connus, ainsi de suite, c'est des on parle pas de Mélenchon et Le Pen. Ouais, tu vois, c'est pas du tout ce niveau-là, tu vois. C'est vraiment des gars inconnus au bataillon, du grand public et tout, tu vois. Donc, on verra pas, en fait, on le verra pas passer, si tu veux. La France a toujours dit non, si tu veux. Ce que je peux comprendre, hein, ce serait une crise de souveraineté énorme. Colossal, tu vois. Mais si tu veux, tu en es au stade où tu as des pays qui délirent complètement, tu vois, qui disent je vais faire la police chez toi, je vais faire l'armée chez toi, parce que tu es perçu comme une zone super instable. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts là, ils ont besoin de ta stabilité, donc c'est dans cette logique-là. Ah oui, alors après, tu as la discussion que je peux t'envoyer des liens YouTube dessus, hein, tu vois, où les gars te demandent qu'est-ce qu'on demande à la France en échange. Et par exemple, les gars, encore une fois, délirent complètement, parce qu'un des arguments, c'est on va demander à la France un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que l'Inde, si tu veux, s'il y avait un 6e pays demain, ce serait l'Inde, tu vois. C'est logique. Grosse population, armes nucléaires, enfin tu vois, grosse armée, ce serait le 6e classique, tu vois. Et d'ailleurs, quand il y a eu le siège de la Chine, l'Inde aurait pu l'avoir à ce moment-là, tu vois. Il y a eu beaucoup de jeux de guerre économique à ce moment-là, et c'est la Chine qui l'a récupéré, tu vois. Merci au gouvernement indien de l'époque qui a vraiment raté le truc du début à la fin. Sauf que c'est un système de veto, donc la Chine n'accepterait jamais que l'Inde rentre. Et la France a toujours poussé la candidature indienne. Donc ça ne changerait rien, tu vois. C'est vraiment, tu veux vraiment faire un truc délirant pour un but délirant, tu vois. Ça ne sert absolument à rien. Mais c'est ça ce que les gars demandent, tu vois. D'accord. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Et alors, donc si on est dans cette situation-là actuelle, en fait, ça me donne vraiment l'impression que l'Europe est devenue... presque comme ce que tu disais, c'est-à-dire on a toujours été connecté au reste du continent, on a été séparé par le califat, les différents califats qui ont existé, musulmans, etc.
Et là, on est en train de retrouver la dure réalité où on est connecté à un monde qui est beaucoup plus gros que nous et qui est en train de se développer de sa partie. Et nous, on est complètement dans un coin. D'ailleurs, quand tu regardes la carte, c'est un peu ça. Ouais. Je ne sais pas si tu connais le cercle de Valérie Piris, Ouais. où typiquement, tu as 50% de la population Ouais, mondiale. qui est sur cette zone du monde ici. Ouais. Voilà. Ouais. Et où nous, on est complètement. Et la croissance est ici paumé. aussi. Ouais. Ouais. Et la croissance est ici aussi. Donc, il y a là-dedans la France, qu'est-ce qu'elle peut essayer de faire pour quand même tirer ses cartes du jeu. Enfin, elle fait quoi en tout cas autre que ce qu'elle est en train de faire, puisque visiblement, c'est pas la bonne chose. Moi, je suis pas si négatif que ça Ouais. sur la France, si tu veux. Je pense que c'est une approche très défaitiste en France, globalement. Le premier truc, je pense, c'est un truc de mindset, Ouais. de pas être défaitiste. Il y a 2 jours, il y a eu des rumeurs qui sont sorties que l'Inde allait acheter 114 Rafales de plus à la France, si tu veux. Donc c'était partout dans les médias, sur LinkedIn, et ainsi de suite, tu vois. Mhm. Et normalement, l'annonce sera en septembre. Je ne sais pas si le deal va arriver, tu vois, je ne suis pas dans le deal du tout, tu vois, mais il y a des grosses chances que ça arrive. Et donc, faut rappeler que le programme Rafale, c'est un avion qui est super. À la base, il n'y avait que la France qui l'achetait. L'Inde était le premier pays qui l'a acheté après, donc a prouvé que c'est un avion qui pouvait avoir une vie à l'export aussi. Sachant que c'est un avion qui était dimensionné en termes de budget pour être exporté, tu vois. S'il n'y avait que l'armée française qui l'achetait, le programme n'était pas viable financièrement. Et qui a montré, après, d'autres pays ont pu acheter le Rafale par la suite. L'Inde a recommandé des Rafales marines en début d'année. Là, va re-racheter une énorme quantité de Rafales, ainsi de suite. Donc, tu vois, l'Inde a supporté la France là-dessus. Et, permet à la France d'être un... Et l'Inde, il n'y a pas que ça, il y a les sous-marins. Enfin, l'Inde est un énorme acheteur d'équipements militaires français. Tu regardes les commentaires sur les réseaux sociaux français ou sur LinkedIn, les mecs sont terrorisés. Tu vois, ils disent on vend des Rafales à l'Inde. Les mecs, ils ont demandé à ce que l'assemblage soit en Inde. Ouais, mais encore heureux, tu vois, si je te fais un chèque de 12 milliards d'euros, je vais demander à faire travailler quelques ouvriers chez moi, tu vois. Genre, Ouais. c'est de quoi tu parles, tu vois. Oui, mais après, ils vont faire des Rafales. Ouais, les Indiens vont faire des Rafales dans 15 ans, tu vois. Mais à ce moment-là, tu sais, ça s'appelle l'innovation, tu vois. C'est que tu vends un truc, les mecs vont le copier un moment, mais tu vas faire un nouvel avion et tu as toujours 2 cycles d'avance, si tu veux, dans le truc technologique, tu vois. Et tous les commentaires sont défaitistes. C'est qu'on a encore des grandes victoires du complexe militaire industriel français, ou soit dans le luxe, ainsi de suite, mais les mecs sont jamais contents, tu vois. Et je pense que c'est le premier truc qui bloque un peu en France, alors qu'il y a encore une élite française assez forte. Après, globalement, le problème que tu as en France, c'est que cette grande phrase du philosophe Caris, c'est pas parce que c'est pas parce que le... Attends, je vais T'arrêtes le refaire. de jouer. C'est pas parce que t'arrêtes de jouer que le jeu s'arrête, tu vois. Et c'est très vrai, tu vois. C'est que, tu vois, souvent, les Indiens ont un côté super orgueilleux sur le fait que l'Inde prend une place tous les ans dans les classements mondiaux du PIB, tu vois. C'était la 10e puissance économique mondiale il y a quelques années. C'était la 6e en 2019, la 5e en 2021. L'Inde a dépassé le Japon cette année. Il va dépasser l'Allemagne l'année prochaine. Donc l'Inde sera la 3e puissance économique à la fin de l'année prochaine, tu vois. Alors bien sûr, bravo les Indiens, grosse croissance économique, c'est la locomotive de l'économie mondiale et tout, mais il y a aussi le fait que tous les autres pays vont arrêter de jouer. Ouais. Tu vois, c'est que quand les autres pays ont des croissances à 0,9, En s'en tout ce détend. que tu fais, forcément, tu vas les dépasser à un Puis moment. 0,9, c'est un emprunt pour pouvoir payer le Ouais. RSA. Donc, Les intérêts de la dette d'avant, tu vois. Donc, je te dis pas que l'Inde ne serait pas arrivé à cette position-là, mais ça aurait mis 30 ans de plus, Ouais. tu vois. Et je pense que c'est le gros problème, tu vois, c'est de se dire, on veut un confort, tu vois, bourgeois et ainsi de suite, parce que nos ancêtres ont bien travaillé, la génération début 20e siècle de nos grands-parents a super bien travaillé en Occident, a construit le monde, commissariat général au plan, le Concorde, tu vois, le TGV et ainsi de suite. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait de plus, tu vois, c'est un peu ça le souci. Et tu le vois dans l'éducation. C'est que tu as quand même 2 grands modèles éducatifs mondiaux qui est un peu, je peux les caricaturer, tu vois, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu as le modèle norvégien d'un pays qui a le plus gros fonds souverain au monde, qui a du pétrole, qui peut reverser 40 000 dollars par habitant et par an ad vitam aeternam avec les intérêts du fonds souverain. Donc eux, si tu veux, leur école, c'est tu fais des coloriages, je rigole, hein, tu vois, tu colles les gommettes, tu fais des coloriages, il n'y a pas de notes jusqu'à 16 ans, tu vois, c'est cool. Et c'est ce que j'aimerais, si j'ai pas d'enfants, tu vois, mais si un jour j'ai des enfants, je trouve que c'est très bien pour eux, tu vois. C'est une enfance joyeuse comme ça. Ouais. Et puis après, tu as le modèle singapourien, qui est le même modèle en Inde, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan, et ainsi de suite, tu vois, où c'est un modèle où tu vas à l'école le matin, et puis après, quand tu rentres de l'école, tu vas où? À l'école, parce qu'il y a des cours du soir, tu vois. Et tu as un concours en Inde, il y a 1,3 million de gens qui font le concours pour quelques centaines de places. C'est le concours de IAS Officer, tu vois, l'équivalent de l'ENA en Inde, tu vois. Ça, c'est violent, tu vois, ça, c'est un truc qui est super dur. Et l'école en Inde, elle est violente. L'école n'est pas faite pour que tu t'amuses et que tu fasses des études qui ne te donnent pas d'un métier, c'est fait pour gagner de l'argent pour le pays. L'école n'est pas là pour éduquer la population, elle est là pour faire gagner de l'argent à la population. C'est complètement différent en termes tu vois, d'esprit.
Et du coup, le but de l'Inde, c'est de sortir des ingénieurs, des trucs comme ça. Et c'est pareil dans toute l'Asie, tu vois. Et le problème de la France, c'est que c'est un pays d'élite. C'est que ce que vend la France, c'est du luxe ultra haut de gamme, de l'armement, des grandes entreprises technologiques françaises, ainsi de suite. Et pour ça, tu as besoin de gens ultra brillants. Et il a le problème, tu vois. Je réponds, On a de moins en moins. t'as de moins en moins, et les gens. Et après, c'est normal, c'est que dès que tu as accès de confort, tu vois, les temps doux font des hommes faibles. C'est vrai que c'est un peu l'ambiance en ce moment, mais même européenne, hein, au-delà de juste la France. Limite, peut-être que, alors on a l'esprit râleur, défaitiste, etc., mais assez ironiquement, dans les actions in fine, les plus proactifs, parmi les plus proactifs européens, ça reste les Français à la fin, là où d'autres sont très fiers d'eux, mais c'est une fierté mal placée parce Ouais. qu'ils ne bougent plus depuis 20 ans du tout. Ouais. J'ai l'impression, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que le Français, il est fier d'EDF, il est fier de LVMH, il est fier du TGV, du Concorde, d'Airbus. Ouais, mais il n'est pas fier des gens qui les dirigent. C'est effectivement. Mais bon, ça, je pense que ça changera. C'est très Ouais. latin. Il y a peu de chances que ça change. Mais le truc, c'est que de quoi est-ce qu'il est fier de ce qui a été fait ces 20 dernières années? Ah, c'est le problème. Hein. Il n'y a rien. Ouais. Et c'est un peu le souci. Donc c'est un peu ce que tu disais. C'est-à-dire, en fait, c'est juste qu'on a arrêté de jouer. Ouais. Et le reste du monde, lui, il avance. Et on a cru que tout le monde s'arrêterait avec nous. Genre, du coup, le monde était bien comme ça. Les Chinois faisaient des chaussettes. Nous, on faisait les avions. C'était cool. Et puis, on Ouais. s'arrête. Et puis, de toute façon, ça va continuer comme ça. Et miracle, les Chinois se sont dit, tiens, nous aussi, on va faire des avions. Et ils le font bien. Ouais. Tu sais, je vais te raconter une histoire marrante là-dessus sur un truc. Je m'étais souvent posé comme question, c'est pourquoi Airbus ne pousse pas Boeing dans la tombe. Boeing a énormément de problèmes ces dernières Ouais. années avec des scandales à répétition, des avions qui se crashent. Enfin, c'est un truc très très lourd derrière. Et je m'étais posé un peu la question à un moment, c'est pourquoi Airbus ne commençait pas une campagne de désinformation énorme sur les réseaux sociaux Mhm. pour dire, tu vois, tu pourrais, je prends un exemple de guerre économique classique, tu pourrais faire des vidéos avec des influenceurs sur mes 5 travel hacks, tu vois, sur quoi faire pour te voyager. Premier truc, c'est une poche pour mon passeport. Deuxième truc, c'est avoir un truc machin. Et troisième truc, c'est pas prendre un Boeing. Ouais. Tu sais, tu pourrais faire des Mais trucs c'est qu'en vrai, avec les actualités Ouais. Boeing qui ressortent, etc., moi j'ai tendance, genre quand je prends mon Ouais. vol, je regarde si c'est un Tu Airbus ou pourrais un Boeing. faire Hein. tu sais, un plugin pour les, tu vois, pour Firefox, Ouais. pour mettre les vols sans Boeing, tu vois. Tu sais, tu pourrais commencer à des trucs un peu rigolos Oui. comme ça, tu vois. Et en fait, j'en ai parlé avec des gens que je connais qui bossent pour une des plus grosses boîtes de guerre économique française et qui m'ont dit, le problème, c'est qu'ils veulent surtout pas le faire, Airbus, parce que déjà, alors il y a deux raisons. La première raison, c'est que la supply chain mondiale de l'aéronautique est ultra liée. En gros, il y a des tonnes de D'accord. boîtes françaises et un peu européennes qui sont fournisseurs de Boeing et des tonnes de boîtes américaines qui sont fournisseurs d'Airbus. Donc en fait, Ok. quand tu tapes Boeing, tu as aussi un impact. Tu tapes aussi sur ton le propre secteur et tout, écosystème tu en vois, fait. derrière, tu vois. Hmm. Et en gros, la deuxième raison, c'est que en fait, Boeing et Airbus sont assez à l'aise sur leur duopole. Tu vois, il y a un gros gâteau, ils le partagent à deux. Il y en a un qui a 55, l'autre qui a 45. Tu vas gagner 1% là et là. Tu vois. Oui, ils se Ça battent, va, ils tu se vois, battent pour genre, aller tu gratter vois, ces quelques pourcents quoi. tu vas gratter ces quelques pourcents, machin et tout le monde est content. La supply chain est la même. Et, tu vois, c'est bien. De toute façon, c'est toujours beaucoup plus simple d'être deux acteurs dans un secteur que d'être tout seul. Tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, l'énorme concurrent d'Airbus, c'est pas Boeing, c'est les Chinois. Hmm. Et c'est ça dont ils ont peur demain, tu vois. C'est qu'en fait, la Chine arrive avec d'autres avions. Et alors, ça prendra peut-être 30 ans, tu vois. C'est pas grave, tu vois. C'est ça le risque pour eux. Donc au final, affaiblir Boeing, c'est aussi s'affaiblir eux-mêmes dans l'écosystème occidental contre les Chinois, tu vois. D'accord. Donc c'est la vraie raison pourquoi ils tapent pas sur Boeing. Mais pourtant, il n'y a pas une histoire où Boeing avait tapé seulement sur Airbus. Ouais, si, dans le passé. Alors, il y a eu une époque où il y avait des crasses énormes, si tu veux. Parce que je crois Ouais. qu'il y avait, il y a des lois de protection justement sur les sociétés qui ont été mises en place en France, etc. À la suite. Par de l'école de ces guerre affaires. économique. L'école de guerre économique avait sorti avec. Il n'y a pas que l'école de guerre économique, mais elle est partie d'un énorme groupe de travail où à l'époque, il y avait un énorme problème aux États-Unis. Où en gros, quand une boîte française ou n'importe où sur Terre voulait arriver aux États-Unis, il y avait un audit du gouvernement américain qui était fait dans la boîte en France. Alors c'est un audit, tu sais, genre comptable, fiscal, machin et tout. Mais en fait, c'est des mecs des services américains qui te tapaient toute la technologie, demandaient les fichiers, ainsi de suite. Et quand tu arrivais sur le sol américain, ils prenaient le temps qu'il fallait pour te copier, pour te donner l'autorisation d'arriver sur le marché américain. Et tu arrivé sur le sol américain, tu avais un concurrent, machin. D'accord. Et du coup, des services français, plus mon école, ainsi de suite, a mis en place des procédures où maintenant, en fait, tu as des gens du système français qui sont aussi là, qui regardent ce qu'il faut donner et pas donner, ainsi de suite, tu vois. Si tu veux savoir mon chiffre d'affaires, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à me demander des clés USB, ça va être compliqué, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un vrai truc. Tu vois, c'est un très bon exemple de guerre économique où les Américains sont forts là-dessus, si tu veux.
guerre sur l'IP. Et t'as les Allemands qui essaient aussi avec l'armement Ouais. désespérément récupéré. Eux, ils essayent de se placer à peu près Ouais. n'importe où, si tu veux, dans les programmes là, tu vois. Puis après, le problème des Allemands, c'est qu'ils veulent se placer dans tous les programmes militaires français, mais ils achètent américains. Mais en C'est un fait, moment choisi, tu vois. oui, mais j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est pas le souci juste en fait de l'Union européenne en elle-même? C'est-à-dire que bah, typiquement, tu vois, le français, si on prend une logique Union européenne, effectivement, bah, l'industrie d'armement allemande et française devrait être unie aussi. Parce Ouais. que si on est dans une logique d'union des pays, je sais pas, on est un État fédéral, j'en sais rien, ça devrait être dans un intérêt national commun qui est la nation européenne dans ce cas-là. Mais de l'autre côté, bah, il y a les intérêts nationaux réels, historiques qui existent, celui allemand et français, qui eux sont dans l'opposition. Tu te retrouves avec des schémas bizarres où ça pousse à faire un avion commun et où en fait les boîtes qui sont dedans, elles sont dans une logique nationale et du coup les Allemands essayent d'enfer les Français veulent pas trop avancer parce qu'ils sentent que les Allemands vont récupérer les plans. Résultat, t'as un plan européen qui marche pas quoi. C'est un peu le grand résumé de l'Europe. Je peux te l'expliquer d'un point en tant qu'Indien, tu vois. Tu regardes, tu prends un Indien, n'importe quel pays sur Terre, tu vois. Tu prends un Indien. Dès que tu as une délégation militaire française, ou tu vas à l'ambassade de France, ainsi de suite, tu vois, il y a un drapeau français, un drapeau Oui. européen. Donc tu as un drapeau d'une autre organisation supranationale qu'un Indien ne peut pas comprendre. Ça n'existe pas ici, tu vois, l'union, machin, du truc et tout. Tu vois. Oui. On ne sait pas ce que c'est, tu vois. La France a inventé le concept d'État-nation. Tu vois, on a bien compris là, ce que c'est un État-nation. Tu vois, il y a plein de pays sur Terre qui ne sont pas États-nation. Si tu veux venir m'expliquer que l'Inde n'est pas un État-nation, j'ai aucun problème. Je suis pas sûr que l'Inde soit. C'est une civilisation, si tu veux, mais c'est pas un État-nation l'Inde. Tu vois. La France, c'est vraiment l'État-nation par définition. L'État-nation vient avec un autre drapeau. Tu vois. Déjà, c'est compliqué. Et le truc, c'est que si ce truc marchait parfaitement, ça marchait bien. Mais tu sais, on n'est pas bête. On voit quand il y a eu le Covid que personne jouait ensemble en Europe. On voit quand il y a un programme de défense que les gars disent on est ensemble, mais après ils achètent des F-35. Tu sais, à un moment, les gars, il faut choisir, tu vois. Mm. On voit quand il y a une diplomatie où on a des sons de cloche complètement différents suivant les différents pays européens qui viennent nous parler, tu vois. Tu sais, on n'est pas bête ici. On comprend qu'il y a un problème avec l'Union européenne. On est à 9000 km, Ouais. tu vois. Ça, le vrai souci. Hmm. Oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai vu une conférence d'un diplomate italien qui était parti à la retraite, qui s'était retrouvé qui avait été parachuté à une conférence, machin de la paix, je sais pas, qui lui ne connaissait pas du tout le sujet, genre zéro, il savait Ouais. pas du tout ce qu'il foutait là, donc là panique, etc. Et il avait demandé à un collègue, qu'est-ce que je fais et en l'occurrence, le collègue lui avait répondu utilise la botte secrète à l'italienne. Et la botte secrète à l'italienne, c'est de dire toujours le contraire des Néerlandais. Voilà. C'est voilà, quand tu sais pas, tu es Ouais. un diplomate italien, tu sais pas, tu dis l'inverse des Pays-Bas. Généralement, tu te plantes pas. C'est le positionnement italien de base. Et ça résume plutôt bien, malheureusement, la diplomatie européenne, du coup, qui est inexistante Ouais. pour ces raisons-là. Un dernier défi dont on parle trop peu, qui va être, selon moi, le plus grand défi du 21e siècle, c'est celui de la démographie. Mm. Et alors ça c'est un truc qui me surprend, c'est que je savais pas du coup que l'Inde aussi est passée sous le seuil Ouais. de renouvellement Depuis cette 1,9. année, ouais. Donc c'est de 2025 Ouais. Khalil. 1,9 cette année. Ok. Et là, alors du coup vous êtes à combien de la population là, exactement 1,4 milliard. 1,4. Ok. Je pensais que vous étiez passé à 1,5. Non, non. Parce que sur les statistiques, on voit beaucoup encore qui tournent partout dans le monde. Je crois qu'on s'est arrêté sur on doit être en 2020-2023, Ouais. et où du coup l'Inde est encore dans le vert de la Ouais. progression Ça doit être démographique. 2,0, 2,1. Ouais. Et donc même là, ça Ouais. s'est arrêté quoi. Ouais. Donc il reste plus que l'Afrique. Ouais, l'Afghanistan, le Pakistan, ouais, il y a plus beaucoup de pays, et quelques pays d'Afrique. Même l'Afrique du Nord a pas mal baissé, hein, donc je crois qu'il reste vraiment plus que l'Afrique. Ouais, non, l'Afrique du Nord, ouais, c'est plus que l'Afrique noire. Hein. Ouais. Subsaharienne. Et même là, j'avais cru comprendre que, alors ils sont encore dans le vert, mais la baisse va très vite. C'est-à-dire que là où, je crois que c'est au Niger, hein, où ils étaient à Cette 8, zone, ouais, 8 enfants par femme, là ils sont déjà à 5. Peut-être, ouais. Bon, c'est encore beaucoup, mais Ouais. de 8 à 5, ça baisse vite malgré tout. Est-ce que tu penses que l'Inde a le temps de faire sa transition économique par rapport... En tout cas, est-ce que vous êtes bien parti pour ça? Parce que tu vois, la Chine l'a fait, ça c'est bon, du coup ils se cassent la gueule, mais après, tu as plein de pays d'Amérique latine typiquement qui ont raté le coche, qui ont eu une croissance un petit peu. Là, la population est déjà en berne, ils iront pas beaucoup plus loin, quoi. L'Inde, on voit qu'il y a une classe moyenne qui émerge. Ça prend quelle direction? Ouais, si tu veux, c'était une volonté politique très forte de faire baisser la population depuis les années 70. Il n'y a jamais eu de politique de l'enfant unique comme en Chine. Donc ça s'est fait par des moyens un peu détournés, des trucs très mal faits honnêtement, mais des trucs plutôt bien faits.
il y avait un grand projet dans les années 2000 d'avoir, alors c'était pas 1 mais 2 enfants par femme, mais ça n'était pas fait pour éviter des tensions communautaires en Inde, tu vois. Parce que la natalité n'est pas du tout la même suivant les régions, les religions, ensuite, D'accord. tu vois. Moi par exemple, je viens de l'Est de Uttar Pradesh, on est la population qui faisait encore le plus d'enfants en Inde, si tu veux. Tu as des endroits beaucoup plus développés en Inde, ils sont 1,4 enfants. Tiens, tu sais, ça te paraît un coin de l'Inde, mais c'est un pays, tu vois. Mon État, on est 220 millions, tu vois. Il y a plus d'habitants dans mon État en Inde, Uttar Pradesh, dont tu n'as jamais entendu parler, qu'au Brésil. Tu sais, j'ai pas comparé à la Lettonie, si tu veux. C'est ça la démographie en Inde, tu vois. Et en gros, depuis une vingtaine d'années, on perd 0,1 enfant par femme tous les 2 ans. D'accord. Donc, sur 2 ans, tu passes de 2,2 à 2,1, 2,1, 2,0 et là à 1,9 si tu veux. Bien sûr, en même temps, l'espérance de vie augmente énormément. Donc tu as un effet actuellement un peu de flottement entre les deux. Mais l'espérance de vie, c'est pas un truc qui va très très loin. Tu vas pas aller à 120 ans, tu vois. Donc on va arriver, je sais pas, à 118 ans. Puis je pense que l'Inde va avoir du mal à passer les 80 ans, qui est la vraie marque des pays développés, tu vois. Que les États-Unis n'ont pas d'ailleurs, tu vois. Et donc la population va un peu encore monter puis s'effondrer par la suite. Pour l'instant, l'Inde est bien content parce que on peut pas, enfin tu vois, on est un pays qui est grand, qui est immense, mais on reste avec pas loin de 400 habitants au mètre carré, donc c'est quand même super, super important. Donc l'Inde veut une population qui baisse. Après, il ne faut pas que ça baisse trop vite non plus, parce que tu te retrouves avec plein de problèmes structuraux. Alors il n'y a pas le problème des retraites en Inde, mais c'est problème à voir. Maintenant, ce que ça va permettre, là en fait on va voir les dividendes démographiques. Puisque si tu regardes la population indienne, on est 1,4 milliard, mais il y a que 400 millions de gens qui bossent. La majorité des gens sont trop jeunes pour travailler, ou il y a un peu de vieux, et il y a aussi le fait que les femmes de la génération de mes parents ne travaillaient pas. Enfin, elles travaillaient si tu veux, mais pas, tu vois, dans des bureaux, ainsi, tu vois. Alors que si tu regardes la génération actuelle, plus de 60% des gens qui ont un diplôme universitaire en Inde sont des femmes. C'est une affaire de femmes en Inde, les études. Et du coup, la génération qui arrive actuellement, les femmes travaillent beaucoup plus. Même si ce n'est pas au niveau européen, les femmes travaillent beaucoup plus. Et il y a une population jeune qui arrive sur le marché du travail. Et même si tu zoomes sur les 400 millions d'Indiens qui travaillent, la majorité ne sont pas productifs. Je dis pas ça de manière méchante, c'est pas qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'ont pas un travail, comment dire... Il n'y a pas une valeur ajoutée économique. C'est qu'il n'y a pas une valeur forte, ajoutée énorme, tu vois. C'est un peu, il y a un service qui est énorme. Tu rentres dans un restaurant en Inde, il y a 12 serveurs. En France, il y a une pauvre étudiante, tu vois, qui est là toute seule. C'est pour ça que les Indiens sont d'horribles touristes à l'étranger, parce qu'ils sont habitués à un niveau de service qui est d'une grande n'importe quoi, tu vois. Et avoir même des gens à la maison qui vont cuisiner pour toi et tout, bah en Inde, c'est un médecin de base, tu vois. En France, ça existe, mais c'est pour des gens qui ont des fortunes, tu vois, très importantes et tout, tu vois. Et même au niveau les plus bas de la société, il y a beaucoup de services, les gens qui se donnent entre eux. Tu vois, par exemple, un exemple, c'est que le gars qui conduit ton rickshaw, il va chez le barbier. Qui en France va chez le barbier 2 fois par semaine, encore aujourd'hui, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est pas très cher, donc tous les gens se rendent du service, tu vois. D'accord. Et j'ai pas de chiffre officiel, ça n'existe pas, mais je dirais qu'il y a 80 millions d'Indiens, 100 millions d'Indiens qui travaillent vraiment de manière productive. 300 millions d'euros qui les supportent et 1 milliard qui ne travaillent pas encore vraiment directement aujourd'hui. Et on va passer de 400 millions à 800 millions de gens qui travaillent maintenant. Parce que ces gens-là arrivent sur le marché du travail. Donc déjà, et d'ailleurs ça va être rigolo de voir, l'Inde a la plus grosse croissance du monde depuis des années, tu vois. Les gars qui vont s'enorgueillir, tu vois qu'il y a une énorme croissance. Une des raisons de la croissance de l'Inde qui va arriver maintenant, c'est juste qu'il y a des gens, ça va être juste de la démographie de base, tu vois. C'est juste qu'il y a plus de gens qui travaillent, donc tu as un output qui va être plus haut. Et puis après, il y aura un problème dans 40 ans de savoir qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on va avoir le problème inverse. Je t'avoue qu'en ce moment, les Indiens, ils sont en mode, tu vois, c'est cool, on va en profiter, c'est bien. Maintenant, le grand défi des pays comme l'Inde et d'un continent comme l'Afrique, c'est l'éducation. C'est qu'en gros, la population de manière absolue, si tu as 1 milliard de gens qui ne sont pas éduqués, tu vois, qui ramassent des déchets dans la rue, ça fait 1 milliard de pas grand-chose. Oui. Tu auras un PIB, mais tu vois. Si par contre ils sont ingénieurs, c'est intéressant, tu vois, et pas remplaçable par de l'IA si possible. Donc c'est le gros défi en Inde, c'est pour ça qu'on investit énormément dans l'éducation et ainsi de suite. C'est parce que le but c'est d'avoir des gens qui soient productifs au final. Donc là, sur tout le continent, il y a un niveau d'éducation qui est en train de monter énormément. Les gens mettent tous leurs enfants à l'école et tout. C'est délirant, tu vois. Il y a ce truc, par exemple, tu vois, à Delhi, je pense que tu as le 15% des gens les plus riches de Delhi qui veulent mettre tous leurs enfants dans le 1% des écoles les plus haut de gamme, tu vois. J'ai des amis, ils mettent leurs gamins à 2 ans, et ils sont déjà dans des pré-schools
à genre 1h15 de chez eux, parce que c'est la seule raison, la seule possibilité d'être dans l'école, ainsi de suite. Et j'ai l'impression, tu pour vois. avoir parlé un petit peu avec les chauffeurs tuk-tuk, de Richaud, etc., même eux, en fait, ils ont conscience de ça pour en avoir Ouais, discuté tout le avec eux. monde. C'est-à-dire, ils ont 2 gosses, ils ont rien, mais les 2 gosses, ils vont les emmener à l'école Ouais. et ils veulent qu'ils aient qu'ils aient un bon travail pour plus tard, etc. Donc, et d'ailleurs, ils en ont que 2 des enfants. Ouais. C'est-à-dire, Ouais. ils sont de la classe, ils sont des classes les plus pauvres, pourtant Ouais. ils ont que 2 gamins. Donc tu Ouais. vois qu'il commence à y avoir cette structuration de la société qui ressemble à ce qui s'est passé dans les pays. Ouais, bien sûr. Avec les trucs classiques de l'urbanisation du pays, moins en moins d'agriculteurs, Ouais. du coup il n'y a plus d'enfants, les loyers sont très chers en Inde, la vie est chère, enfin, tu vois, donc les gens, il n'y a plus vraiment de raison d'avoir des dizaines d'enfants, tu vois. Ouais. Et effectivement, l'éducation, c'est un truc super important, et c'est pour ça que c'est un peuple qui est très positif en général, c'est que tu parles avec un gars qui n'a pas grand-chose, il pense que ses enfants vont faire un truc de fou. Ouais. Ce sera le cas ou pas, mais c'est possible, tu vois. Et si tu regardes les élites intellectuelles, économiques en Inde, il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment de nulle part. Parce qu'au final, à l'époque de mon père, personne n'était riche en Inde. Il y avait, tu vois, 0,1% de gens riches comme dans tous les pays sur Terre. Mais la plupart des gens qui ont de l'argent actuellement, ils viennent de milieux assez modestes. Regarde tous les gros start-upers indiens, il y a des centaines de licornes qui ont été créées en Inde. Je sais pas, il y a 150 licornes en Inde, tu vois, des boîtes valorisées plus de 1 milliard d'euros, tu vois. Tu vois le profil des gars, les mecs viennent de villages, tu ne sais pas d'où et tout, juste ils ont bien travaillé à l'école, les concours sont méritocratiques, c'est besogneux, tu vois, ça fait bon à l'école. Et les gars viennent d'un peu partout, et souvent, tu parles ici en Inde avec des gens, leur enfance, tu vois, c'était dur, tu vois. Et du coup, ouais, il y a une énorme foi dans l'école, qui a plein de défauts en Inde aussi. Par exemple, c'est beaucoup trop par cœur, je trouve, l'école en Inde, tu vois. Il y a beaucoup trop de QCM. D'accord. Je trouve, moi j'ai fait l'école en France, tu vois. Je trouve le côté de faire des dissertations en France super intéressant, dans l'esprit français, tu vois. Je reproche ça à l'école indienne. Par contre, il y a un sérieux, tu vois, de charbonner à l'école qui est énorme. Aussi, Beaucoup de rigueur. Ouais. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on reprenne l'histoire de l'Inde. Si tu pouvais me retracer un petit peu le truc, parce que tu me l'as dit plusieurs fois, c'est genre chaque Indien connaît ses ancêtres de X millénaires. Et je valide parce que là, ça m'avait fait marrer sur le réchaud que j'ai pris ce matin. Il y en a un qui m'a expliqué que il était la 5e génération à vivre à Delhi et que les générations d'avant venaient d'eux. Ouais. J'ai été complètement sur le cul parce que tu demandes ça à un Français, la plupart ne savent pas trop d'où ils viennent. C'est pas la préoccupation. Ouais, bah, si tu veux, je vais pas te faire un cours d'histoire complet sur l'Inde, mais c'est une civilisation qui est super ancienne. Actuellement, l'Inde commence à mettre enfin un peu de budget sur l'archéologie, donc on découvre tous les ans un truc. Tu sais, il y a une civilisation, puis on découvre qu'il y en avait une avant et ensuite. Même si globalement, c'est pas parce que tu as un gars qui faisait un truc il y a 10 000 ans que tu vois, tu peux t'en enorgueillir aujourd'hui. Mais ça te met un temps long dans le pays. Tu as une grosse particularité, c'est que religieusement, la religion majoritaire en Inde, qui est le dharmisme, existe depuis tout le temps. Tu vois, on ne sait pas aller plus loin que le dharmisme en Inde, donc il y a un côté où il n'y a pas eu vraiment autre chose. Et la plupart des religions en Inde viennent tous du dharmisme, les grandes religions indiennes, tu vois, le bouddhisme, le jaïnisme, le sikhisme, ainsi de suite. Après, il y a des religions qui sont venues d'ailleurs, tu vois, comme le catholicisme, l'islam, enfin les chrétientés, l'islam, les islams, et ainsi de suite, si tu veux. Ou des religions moins connues, mais qui sont très présentes en Inde, comme les zoroastriens. Tu sais, quand ils sont fait massacrer, ils sont venus en Inde. Les Bahaïs, tu as d'autres religions aussi en Inde, donc c'est vraiment un pays multiconfessionnel. Je pense que c'est le pays où on a accueilli un peu toutes les religions à un moment donné ou un autre. Et le truc qui est important à voir sur l'Inde, c'est l'argent, tu vois, c'est un pays qui a toujours été très peuplé, très riche. Pas en PIB par habitant, mais en valeur absolue. Donc, il est passé, ou alors on part dans le 100 ans, mais dans 100 ans tout est possible, tu vois. Je pense que sur ce siècle, l'Inde sera la 3e et restera la 3e. Il y aura un chiffre entre la Chine et les États-Unis à un moment, et puis ça restera à peu près ça le trio de tête pendant ce siècle, tu vois, à part cas exceptionnels. Et c'est un pays qui a peu été poussé sur le reste du monde. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de conquérir l'Inde, Alexandre le Grand, les Huns, les Moghols, et ainsi de suite. Les Mongols qu'on part ici. Il y a eu deux grandes invasions en Inde, ce sont les Moghols, qui sont un peu les descendants des Mongols, et ainsi de suite, puis les Britanniques. Et c'est vu en Inde comme une énorme... tu vois, comme un énorme traumatisme. Tu sais, chaque pays a un peu ses traumatismes, tu vois. C'est vu comme un énorme traumatisme. Il y a une forme de sentiment d'humiliation, comme ont les Chinois un peu. Ouais, il y a un truc d'humiliation. Et après, il y a un truc, si tu veux, qui est pas lié au rapport du fort au faible. C'est que je pense que, tu vois, un tout petit pays qui est une île au milieu de nulle part se fait envahir par les Portugais à un moment. Ils disent, ok, en fait, je savais même pas qu'il y avait des gens qui vivaient à l'autre bout du monde et le niveau technologique était énorme, tu vois. Se faire envahir par des Britanniques, qui est une île à l'autre bout du monde, si tu veux, où ils sont sur un bout de cailloux et ainsi de suite, alors que tu es la première puissance économique. Il faut te rappeler que quand les Britanniques arrivent en Inde, c'est la première puissance économique mondiale. Il n'y a aucune raison qu'ils aient réussi, tu vois. Donc il y a vraiment une supériorité de leur capacité à prendre le contrôle de l'Inde qui est énorme. Donc en fait, il y a un côté super
tu vois, admiratif des Britanniques. En disant Mhm. c'est des enfoirés, mais quand même ils sont vachement intelligents, tu vois. Genre, il y a vraiment, tu sais, il y a une forme de respect derrière. Mm. Ce qui se traduit d'ailleurs par le fait qu'il n'y a pas de ressentiment des Indiens envers l'ex-colon que tu peux avoir sur d'autres pays et que je peux comprendre, tu vois, à un moment. Après, il y a une revanche sur le côté, tu vois, les Indiens sont fiers d'avoir acheté Jaguar et Land Rover. Londres, il y a plus d'immobilier à Oui. Londres détenu par des Indiens que par des Blancs, Mm. tu vois. Donc il y a plein de petits symboles comme ça qui sont. Il y a eu un Premier ministre récemment d'origine indienne, tu vois, mais c'est du symbolisme sur le côté, tu vois. Et finalement, il y a très peu de business avec l'Angleterre. Tu vois, souvent Ah ouais les gens me disent ah ouais, je vais aller faire du business en Inde, est-ce que je devrais passer par des Britanniques? Je ne fais jamais ça, tu vois. C'est beaucoup plus simple d'être français en Inde que même d'être indien, de 100 indien, 100% indien, avec un nom indien, hindou, ainsi de suite, mais d'être né et d'avoir grandi au Royaume-Uni. Ah ouais, Parce que tu es vu comme un truc pas terrible ici, tu vois. d'accord. Les Indiens sont pas du tout. Apprécient pas énormément leur diaspora, tu vois. Moi, j'ai été 20 ans dans la diaspora indienne, mais je suis revenu maintenant, ça va, tu vois. Puis bon, c'est la France, c'est un pays qui a une bonne image en Inde, tu vois. Et il n'y a pas d'histoire, tu vois, plus que ça. Bon, il y a Pondichéry, tu vois, mais il y a pas. Mm. On pourra y revenir dessus, il y a quelques trucs très sympas dans les relations franco-indiennes, mais c'est beaucoup moins marqué qu'avec les Britanniques. Du coup, sur les relations franco-indiennes, tu les décrirais comment? Bah, elles sont très bonnes. Tu vois, moi, je suis pas du tout un grand fan de Macron, tu vois, tous les gens qui me connaissent le savent. Mais je dois reconnaître, il faut être très honnête intellectuellement, il a très bien joué la partition avec l'Inde. D'accord. Il a fait de Modi un vrai allié. Il a bien géré le côté diplomatique. Moi, ça fait 15 ans que je travaille en gros. C'était très compliqué avant. Et il a bien réussi à prendre ce virage-là. La France a son aura qui plaît en Inde, de luxe, d'art de vivre, mais comme dans beaucoup de pays sur Mhm. Terre. Et puis après, il y a quelques trucs qui sont connus en Inde, mais pas très connus en France, qui ont joué. Euh, Plus ou moins récents. Il y a eu beaucoup de Français qui sont intéressés à l'Inde à des moments différents. Tu vois, l'ambassade de France, il y a eu André Malraux parce qu'il s'est beaucoup intéressé à l'Inde, ou René Guénon, ainsi de suite. Tu vois. Tu as le programme spatial indien en fait, qui a été fait par Jacques Blamont, qui a beaucoup participé au programme spatial français et indien. D'accord. Il a la Légion d'honneur en France et il a une des plus grosses, l'équivalent de la Légion d'honneur en Inde aussi. Tu vois. Ok. C'est un gars qu'on ne connaît pas en France, tu vois, mais Mhm. il est connu ici. Il y a J.R.D. Tata. Donc les gens connaissent de nom Tata. Alors Oui. souvent on les connaît pour les voitures. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en Inde, c'est le troisième constructeur automobile. Il y a deux boîtes indiennes. Et moi, les Suzuki, Il j'en y a vois partout Maruti ici. et Mahindra qui sont les deux premiers, tu Ouais. vois, et Tata est troisième. Ça change un peu durant Ok. les années, mais c'est même pas le plus gros indien. Et la part d'automobile dans l'empire Tata est pas énorme, tu vois, genre ils ont la plus grosse SS2I au monde, je crois qu'ils ont 600 000 employés, enfin tu sais, on appelle ça en Inde des boîtes salt to space. Hmm. Ils font du sel de table et ils font des satellites. C'est un peu comme Samsung en fait. Ouais, c'est un peu ça. On connaît Samsung pour les téléphones, mais ils font des bateaux, ils font Ouais. de l'art Et moderne. à la base, ils vendaient des fruits. Ouais, tu vois, c'est un peu pareil avec Tata. La grande personne qui a vraiment fait. Tata, c'est une boîte très ancienne, mais la personne qui a permis à Tata d'être le conglomérat que c'est actuellement, c'est quelqu'un qui s'appelle J.R.D. Tata, qui est franco-indien. Sa mère était française, son père était indien, et le meilleur ami de son père, c'était Berlioz, l'aviateur D'accord. français. Et donc, c'est lui, donc il a grandi en France, il a vécu en Inde après, il était appelé en Inde, parce que c'était l'héritier. Et c'est lui qui a créé, il a eu la première licence de pilote à 25 ans en Inde. Il a créé Air India, qui a été nationalisé, qui a été reprivatisé il y a 2 ans. Mhm. Sa mère a été la première femme en Inde à avoir un permis de conduire, donc c'est une Française, c'est le premier, tu vois. Incroyable. Et il a amené vraiment et c'est un Français, tu vois, le gars, sa langue maternelle, c'est le français, tu vois, il a grandi à Paris, ensuite, tu vois. Il a amené un truc, et par exemple, son neveu qui est Ratan Tata, qui a dirigé Tata jusqu'à l'année dernière, il est mort l'année dernière, tu vois. Parlait un français, mais impeccable, tu vois. Et le côté français dans l'Empire Tata est ultra présent parce que de sang, D'accord. tu vois, il y a un franco-indien, non, et c'est un gars qui est absolument inconnu ici, tu vois. Globalement, pendant toute l'époque coloniale, les Français sont quand même beaucoup mieux tenus que d'autres puissances coloniales. Il faudrait mettre aussi les Provinces-Unies, enfin les Pays-Bas Ouais. actuels, si tu veux, qui sont bien tenus. Les pires ont été les Portugais, les Anglais ont été terribles aussi. Ce qui était intéressant avec les Français, c'est que par cette rivalité franco-britannique, pendant la colonisation, les Français avaient quelques comptoirs en Inde, dont Pondichéry, qui aussi à une époque avait été romain. Hein, tu vois, à cette période, il y avait Rome aussi avait des comptoirs en Inde. Comment dire? À l'époque où il y avait beaucoup de combattants de la liberté, hein, les Britanniques appellent ça des terroristes, nous des combattants de la liberté, tu vois, mais ça c'est l'histoire, tu vois. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce gang qui s'appelle les Thugs en Inde, qui a donné le nom Thug en anglais, Non, tu je vois, sais pas. qui est un gang d'assassins qui tuait plein de gens en Inde, les Britanniques, tu vois. Ok. Et d'après le Guinness Book, le plus grand meurtrier de l'histoire de l'humanité, c'est le chef des thugs, le roi des thugs, tu vois. Il a, je sais pas, 930 morts à son actif. Et il porte, tu vois, une cummerbund. Tu vois les smokings où tu as Ouais. un truc qui s'appelle une cummerbund.
Tu vois, la ceinture des smokings, Ah, tu vois. d'accord, C'est un oui, oui, mot je vois. indien, en fait. Tu vois. Il y a Ok. beaucoup de trucs dans la mode, tu vois, les kakis, les machins, trucs comme ça qui viennent de l'Inde, tu vois. Et en fait, donc, ils avaient une tenue avec cette ceinture ventrale, Mhm. tu vois. Et en fait, ils prenaient ça, ils étranglaient les gens avec ça, tu vois. Donc, c'était des assassins, un peu comme les ninjas, tu vois, de nuit, ainsi de suite, tu vois. Et il y avait d'autres groupes en Inde qui combattaient beaucoup les Britanniques. Et tu savais que si à un moment tu étais vraiment recherché et que tu avais 2000 soldats britanniques qui te cherchaient, tu avais un endroit où tu pouvais te planquer, c'était chez les Français. Tu On vois. est toujours là pour. Et là, tu avais, tu vois, l'officier de duplex qui arrivait, l'officier britannique qui allait machin. Est-ce qu'il y a un Français, il y a un combattant indien chez vous? Alors, d'après mes registres, non. Non, salut, tu vois. Et donc ça, c'était vachement C'est apprécié par les. marrant, dans l'histoire française, au final, les amitiés qu'on s'est créées, c'est contre les Anglais. C'est ça, ouais, tu vois. Et donc ouais, t'avais ce truc-là qui est bien. Et si je prends la même chose en beaucoup plus récent, la France l'a jamais vraiment utilisé, mais il y a eu une guerre en Inde en 99, tu vois, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 25 ans, la guerre du Kargil. Et l'armée française, les services d'enseignement français ont énormément aidé l'Inde durant cette guerre-là, D'accord. qui a permis de poser les fondations par la suite de tous les contrats d'armement qu'on a actuellement, tu vois. Et donc c'était l'intelligence des Français à la fin des années 90 de soutenir l'Inde à ce moment-là. Voilà. Et puis la France a toujours été très correcte sur le programme nucléaire indien, sur la volonté de l'Inde d'avoir un siège à l'ONU. Mais il y a de la. J'ai l'impression là-dedans, il y a un peu de la géopolitique et des intérêts stratégiques classiques, mais Ouais. j'ai l'impression que c'est mélangé un peu à des histoires personnelles aussi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, bah, comme tu expliquais, le patron de Tata, etc. Ouais. S'il y avait des liens franco-indiens humains qui ont préexisté à tout ça et qui ont participé à cette relation géopolitique, c'est à peu près ça où je me. Ouais, il y a ça. Et puis après, bah, typiquement, c'est un truc débile, hein, mais c'est le business international. Hein. Hmm. Le Français, il vient en Inde, il va manger, il est sympa, tu sais, il a une culture, une civilisation, ainsi de suite, tu vois. L'Australien, il fait ce qu'il peut, mais j'ai rien contre eux, tu vois, mais juste, il n'a pas les mêmes cartes qu'un Français, tu vois, Hmm. quand il arrive ici. Et le côté un peu froid, tu vois, des Allemands ou des Danois, beaucoup moins passé ici qu'un Français ou un Italien. Donc je pense qu'il y a un côté culturel, c'est les pays au monde qui lisent le plus, les Indiens et les Français. Hmm. T'as plein de trucs comme ça, tu vois, autour de la nourriture, de l'art de la vie, tu sais, du fait que c'est une civilisation de l'écrit. En France et en Inde, on a une civilisation de l'écrit qui est énorme, on note tout, c'est vachement poussé. Donc je pense qu'il y a un bon truc à faire. Le seul truc sur les Français qui peut être un peu irritant des fois, c'est le côté que t'as partout, tu vois, c'est le côté moralisateur. Mais que tu as surtout du côté gouvernemental où les gars veulent toujours venir t'expliquer comment il faut vivre chez toi. Même s'ils ont raison, tu peux pas en fait. T'as pas le droit de dire ça à des gens. Exactement. C'est typiquement, on va ouvrir les ateliers des droits des femmes et LGBT en Afghanistan. C'est ça, vite, ouais. C'est pas la priorité. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui rendrait l'Inde un acteur à part dans le reste du monde voilà. Qu'est-ce qui ferait sa particularité à elle? C'est que c'est un pays enclavé. L'Inde ne sera jamais une énorme puissance hégémonique mondiale. L'Inde ne va jamais contrôler le monde. Ce sera un pays qui va de plus en plus se développer. L'Inde sort 30 millions de gens de la pauvreté tous les ans. Mais c'est un pays monde. 130 30 millions. Ah, 30 30 millions, millions, ouais. D'accord. Depuis 20 ans à peu près, tu vois. C'est 600 millions de gens en Ah, 20 ça ans. va, ouais, ok. Donc il en reste encore un paquet. Mais ça marche. L'Inde a trouvé un système qui marche et tout, tu vois. Hmm. Est-ce qu'il y a encore des pauvres en Inde? Ouais. Mais est-ce qu'on a trouvé la solution? Donc du coup, c'est pas un problème. Il n'y a pas de débat en Inde, par exemple, sur le Oui, développement, tu vois. la question, c'est est-ce qu'il y a de moins en moins de pauvres? Et Ouais, c'est déjà, tout, tu vois, oui, tant donc que tous c'est les bon. ans, tu vois, il y a de la croissance et que ça marche et que le pays va Mm. mieux au mieux. Est-ce qu'il reste encore des trucs à fixer en Inde? Ouais, il y en a des tonnes. C'est pour ça que je dis ici que c'est intéressant, c'est que tout problème, tu vois, il y a une opportunité de le faire, de résoudre le problème. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de question là-dessus. C'est un peuple qui est super positif sur l'avenir et tout, même s'il a son côté râleur de temps en temps, tu vois, et c'est souvent justifié. Tu vois, moi, je suis le premier à râler sur la pollution à Delhi, ou qu'il manque de trottoirs, ou les klaxons, tu vois, je suis le premier à le faire. Je conduis en Inde depuis tout le temps, et tous les jours, j'ai jamais klaxonné de ma vie. Je suis la preuve vivante que ça ne sert à rien. Mais du coup, ouais, t'as un côté super positif, mais il n'y a pas d'ambition en dehors de ça. L'Inde, c'est un pays qui a un plan qui est super clair. Tu sais, il y a des pays qui ont des plans. L'Arabie Saoudite, tu vois, la Chine, l'Inde, machin et tout, ont des plans. Mhm. Est-ce que on peut débattre en long et en travers de est-ce que le plan est bien? C'est pas la question, mais il y a un plan. Je pense que c'est un des trucs qui manque en France. Il y a juste pas un truc à 30, 40, 50 ans avec des KPI, des machins, des trucs. Excuse-moi pour les anglicismes, j'ai jamais travaillé ma vie en français, tu vois, donc j'utilise beaucoup Non, mais d'anglicismes. même moi, j'utilise KPI. Malheureusement, Ouais, là-dessus. je suis désolé, c'est pas très élégant, mais j'ai jamais travaillé de ma vie vraiment en français. Et du coup, bah, c'est géré un peu comme une grosse boîte, tu vois. Et encore une fois, le plan peut être critiquable, mais il y a des objectifs assez clairs. Et tu vois, les objectifs de l'Inde à long terme, c'est d'être indépendant. Mm. Tu vois, c'est pas des objectifs d'hégémonie mondiale, c'est pas d'être numéro un dans quoi que ce soit, c'est de prendre toutes les chaînes de dépendance et de les retirer.
Parce que l'Inde a de mauvaises expériences avec le reste du monde, par les colonisations des Mongols, des Britanniques et tout. On a vu pendant le Covid qu'il n'y avait pas d'amis. L'Inde n'a pas vraiment de grands alliés. C'est un pays qui est très isolé diplomatiquement. On a des copains, tu vois. Le Japon, tu vois. La France commence à rentrer vraiment dans le club des copains de l'Inde, tu vois. Mais bon, tu vois, par exemple, la France, on sait qu'il y a l'Union européenne derrière qui peut la tirer vers une direction. Il y a d'autres alliances de l'Inde qui ne plaisent pas. C'est-à-dire que le fait que l'Inde est pas... Par exemple, tu vois, on parle souvent des BRICS. L'Inde n'est pas du tout un pays anti-occidental. L'Inde adore l'Occident. Mais du coup, avec les Russes et les Chinois, sans doute qu'ils ne passent pas très bien, tu vois. Mais d'un autre côté, nous, on a 4000 km de frontière avec la Chine. On a 10 millions d'histoires avec la Chine. On s'est toujours bien entendu avec les Chinois. On a un peu des clashs tu vois, à la frontière et tu vois, on a des problèmes. Mais globalement, on s'entend bien avec les Chinois. Et ça ne plaît pas aux Américains. On s'entend très bien avec les Russes. Les Russes, ils ont été impeccables pendant les différents problèmes qu'on a dans les 70, 80, je peux en parler si tu veux, tu vois. Les Russes ont été un énorme soutien de l'Inde, tu vois, pendant longtemps. On les remerciera jamais assez, tu vois. Maintenant, des Slaves qui se battent à l'autre bout du monde, ça ne nous regarde pas, tu vois. Donc on a un lien fort avec la Russie, tu vois. Peu de gens le savent, mais j'ai organisé un déjeuner l'année dernière entre Mukesh Ambani, qui est le plus grand homme d'affaires d'Inde, l'homme le plus riche d'Asie, qui a la plus grosse raffinerie de pétrole au monde aussi, et Emmanuel Macron. C'est moi qui ai organisé, avec l'aide de l'ambassade de France, de l'équipe de Mukesh Ambani et tout, tu vois. C'était la veille des JO, tu vois. Et c'était un des grands sujets, tu vois, que ces sujets de géopolitique ne rentrent pas dans un débat qui était sur un truc très positif sur les JO, ainsi de suite, tu vois. Et l'Inde a toujours le risque de se faire allumer, tu vois, sur ces sujets-là. Et donc, le but de l'Inde, c'est d'être une civilisation monde à part entière, sur le long terme, avec le moins possible de dépendance. Ça ne veut pas dire que le pays va se fermer. Il y aura toujours des étudiants étrangers, il y aura toujours des Indiens qui vont voyager, tu peux venir vendre, tu vois. Si c'est pour vendre du champagne en Inde, ça va. C'est pas un truc stratégique. Mais tout ce qui est stratégique doit être fait localement, tu vois. Il n'y a pas un nom à cette... Atmanirbhar Bharat. Il y a un nom du plan, tu vois, qui veut dire l'Inde. C'est très dur à traduire, c'est un terme philosophique, tu vois. Okay. C'est une Inde, tu vois, indépendante et souveraine. Okay. C'est vraiment le souverainisme absolu. Ici, le souverainisme, c'est pas un gros mot d'extrême droite, hein, tu vois. Tu t'écoutes le ministre des Affaires étrangères indien à la télé, on lui demande mais pourquoi vous faites ça, machin. Il dit moi je suis élu par mon peuple, mon but c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est le seul truc c'est ma seule condition de travail. Tu vois. Ça rejoint un peu ce que tu disais, même sur les entreprises, tu vois de très grands groupes indiens qui n'ont aucune existence dans le reste du monde, mais qui en Inde sont colossaux et ont des parts de marché gigantesques. Même tu vois, quand tu m'as dit par rapport aux startups indiennes, j'avais 150 licornes. Il y a plus. Si j'en ai jamais entendu parler dans le reste du monde. Il y a plus de licornes, de startups en Inde que dans toute l'Europe réunie. Il y a plus d'investissements dans les startups en Inde que dans toute l'Europe réunie, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les startups. Il y a énormément d'argent, tu vois. Et notamment beaucoup d'argent américain. Tous les fonds d'investissement américains sont en Inde, tu vois. Ah oui ? Tous. Carlyle, Tiger Global, Sequoia, tout le monde, tu vois. Tout le monde a des bureaux ici remplis, ils investissent dans les startups indiennes, tu vois. Et puis après, il y a beaucoup de startups, tu vois, des boîtes comme Perplexity qui sont des Indiens américains, tu vois, des Indiens américanisés qui ont monté les boîtes, et tout, tu vois. Parce qu'il y a un accès au capital aux États-Unis qui est énorme. Je crois qu'il y a une stat, faut pas que je dise de bêtises, mais genre, il y a 30% des startups américaines qui ont un Indien, tu vois, dans les founders, un truc comme ça. Et tu regardes les plus grosses boîtes de tech américaines, Google, le patron indien, Microsoft, le patron indien, tu vois. Après, les Indiens sont très fiers de ça, mais c'est des Américains aujourd'hui, tu vois. Alors qu'à l'inverse, tu vois, quand tu écoutes des débats aux États-Unis, tu as beaucoup, d'ailleurs dans le camp Trump, beaucoup de gens qui s'inquiètent de la montée de la diaspora indienne aux États-Unis et que les Indiens étant beaucoup plus communautaires, ils se recrutent entre eux, etc. Et c'est que vrai, du coup, les Blancs américains C'est vrai. Tu mets en compétition des gars qui ont une faim énorme contre une population américaine plutôt bourgeoise, si tu veux. Et alors, ils ont plein de types d'Indiens aux États-Unis, tu vois, ils ont même au Canada, c'est le pire, c'est qu'en fait tous les criminels indiens vont au Canada. Et l'Inde est un des rares pays sur Terre qui fait toujours un appel à ces criminels à être envoyés en Inde. L'Inde reprend tous ses ressources. Tu peux écouter le ministère des Affaires étrangères indien, il dit honnêtement à la télé, s'il y a un Indien qui pose un problème quelque part sur Terre, vous nous le renvoyez, c'est nous qui le gérons. D'accord. Il y a, je crois, 35 millions d'Indiens dans la diaspora, c'est la plus grosse diaspora sur Terre. Il y a 9500 Indiens, on sait au chiffre près, en prison dans le reste du monde, dont l'écrasante majorité c'est au Moyen-Orient pour les problèmes de passeport et de visa. Tu vois, parce que c'est des esclaves en fait. Tu vois. Les Indiens sont un peuple ultra peu criminogène. Et d'ailleurs, tu sais, les problèmes, tu vois, genre violents des Indiens, tu sais, c'est les scams, les collecteurs, c'est des trucs de baltringue. C'est pas des vrais, c'est pas des trucs de gang, tu vois. C'est pas les gangs, tu vois, Guatémaltèques. C'est pas ça les Indiens, tu vois. C'est des trucs de petits bras. Et du coup, l'Inde cherche à vraiment avoir une diaspora la plus clean possible, à part que c'est un pays, tu vois, au Canada, en Angleterre, où il y a des criminels qui vont là-bas et que l'Inde veut faire rappeler, mais que ces pays-là gardent. Je sais pas pourquoi ils veulent garder ces gens-là. Tu vois, c'est bizarre. C'est quand même mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'Indiens qui ont pas mal monté. Tu avais un gars chez les Républicains qui est Vivek Ramaswamy qui avait pas mal monté.
T'as Tulsi Gabbard qui est hindou, qui est la chef des services de renseignement américains. T'as le patron du FBI, Kash Patel, qui a aussi des très gros postes. Mais donc c'est des gens qui font des chèques très très violents au Parti républicain américain. Mais pourtant, après, ils n'arrivent pas trop à gérer leur image. Il y a aussi, enfin, tu vois, c'est une communauté qui est ça. Après, ce que je dis, c'est très vrai. Hein. Honnêtement, on critique plein de diasporas sur Terre pour le communautarisme. Nous, on est ultra communautaire. Tu mets un Indien quelque part, 4 générations après, les prénoms sont toujours indiens, le nom de famille forcément indien. Ils bouffent indien à la maison, ils ont la religion qu'ils avaient quand ils sont partis. Ils sont indiens, tu vois. Et même, tu sais, parce que nous, vous nous voyez comme un grand pays, tu vois, mais t'as les Gujarati avec les Gujarati, les Tamouls avec les Tamouls, les Malous avec les Malous, tu vois. De quoi en plus, ils gardent leur communauté, mais c'est même pas juste. C'est leur ethnie de base, tu vois, parce que c'est régional, tu vois. C'est leur région et leur langue, ils l'ont gardé entre eux, tu vois. Tu prends un pays qui a été français à une époque, et l'île Maurice, ils viennent tous du Bihar, dans le nord de l'Inde, ils parlent encore aujourd'hui Bhojpuri, ils sont hindous, ainsi de suite, tu vois, alors que ça fait 300 ans qu'ils sont partis d'Inde, tu vois. Donc l'Inde, c'est pas du tout comme les Français, hein, une population qui pourra, identitairement, elle sera toujours indienne, tu vois. Et tant qu'on est sur les sujets business, etc., le rapport de l'Indien au business, à l'argent, à ces sujets-là, il est comment? Le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à répondre à ces questions-là sur est-ce que les Indiens sont comme ci ou comme ça, tu vois. C'est que c'est tellement un pays avec plein de milliers de communautés. C'est que chaque communauté a sa façon de faire. Moi, dans ma communauté, l'argent, c'est un truc, on n'en parle jamais, ça n'a pas d'intérêt, tu vois, c'est un truc. Tu vois. Mon associé que tu as rencontré hier, il est Maheshwari, tu vois, c'est des clans de l'argent, tu vois, c'est des argentiers, ils n'ont jamais de pouvoir, mais ils ont toujours géré l'argent derrière. Tu vois. Eux, à 16 ans, il apprenait à gérer des boîtes pour son père. Son père l'a envoyé faire des audits à Hong Kong à 16 ans, tu vois. T'imagines un gamin de 16 ans qui arrive dans ton bureau, qui fait un audit, et le gars avait le niveau d'un gars de KPMG, tu vois, pour faire un audit à 16 ans. C'est des machines, tu vois. Ils ont tous les fêtes de Diwali, qui est l'équivalent de Noël en Inde. Ils ont un process, ils reprennent toute la comptabilité de l'année. Et tous les gens qui leur ont rapporté de l'argent, tu sais, le mec qui leur a recommandé un truc, ou l'avocat qui leur a permis de faire un deal et tout, tu vois, ils vont lui faire un cadeau somptueux. D'accord. D'un truc que le gars aime. Parce que pour eux, si tu leur as amené de l'argent, t'es un dieu dans leur. Parce que l'argent, c'est une valeur cardinale de chez eux. Tu vois. C'est un truc. S'il dit que je vais te donner de l'argent, il te le fera, tu vois. Tu sais, c'est les Lannister, tu vois, je sais pas si t'as la rêve de l'Inde, tu vois. C'est l'argent, c'est vraiment un truc super important pour eux, tu vois. Moi, dans ma communauté, l'argent, tu vois, c'est un truc. Nous, c'est. Tu vois, on est une communauté de profs, tu vois. Nous, c'est la connaissance. Tu vois. On est pauvres, c'est la connaissance, tu vois. On écrit, tu vois. On conseille les rois, on conseille les trucs. D'accord. Ou l'armée, tu vois, il y a beaucoup de gens dans l'armée aussi de ma communauté où on fait la guerre. Et donc, mais c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est juste que d'un point de vue de morale et de chaque habitude de communauté, etc., ça se distribue comme ça à la fin, quoi. Je t'ai dit qu'en France, tu as l'école, tu as l'instruction civique à l'école. L'école forme des citoyens français. Je t'ai expliqué que l'Inde ne faisait pas ça. L'Inde, l'école te donne un métier qui va te permettre de gagner ta vie, tu vois. Du coup, toute la partie, tout le reste est géré par ta famille et ta communauté, si tu veux. Donc les valeurs de ta communauté sont complètement différentes. Moi, quand je t'ai dit, je ne comprenais pas pourquoi on me disait ouais, quand tu viens de telle communauté, il faut se marier avec des gens de telle ou telle communauté. Bah après, quand j'étais un peu plus tu vois, vieux et que j'ai vu des amis à moi se marier et ainsi de suite, j'ai compris, tu vois. Je ne suis pas marié, tu vois, mais j'ai plein d'amis qui sont mariés. C'est qu'en fait, si tu prends des communautés très différentes, les valeurs n'ont rien à voir. Tu as des communautés, moi, ma communauté, on s'énerve jamais. C'est le truc le plus, comment dire, tu vois, dégoûtant que tu peux avoir, en fait. C'est le truc le plus négatif. S'énerver, c'est un signe, tu vois, de t'as pas de contrôle, t'es faible et tout, tu vois, on le fait jamais. Il y a des communautés qui sont énervées H24. Alors c'est pas non plus, tu vois, ça d'un point de vue indien, les Indiens sont peu énervés en général, tu vois. Mais ils sont, tu vois, ils ont beaucoup plus le sang chaud, ils sont sanguins, ainsi de suite, tu vois. Comment tu fais un couple avec deux personnes comme ça, tu vois. Alors ça peut arriver, l'amour peut transcender tout ce que tu veux, mais c'est plus compliqué. Et du coup, comment tu éduques des enfants, comment les gens se comportent. Donc les Indiens sont super différents entre eux. Et le business, tu as quelques communautés qui sont super business, tu as des régions qui sont plus business, le Tamil Nadu, le Gujarat sont beaucoup plus business. Tu prends tous les traders indiens en Afrique, ils sont tous Gujaratis, tu vois. D'accord. T'as pas des gens de Uttar Pradesh en Afrique qui font du business au milieu de nulle part. C'est vraiment un truc de Gujarati, tu vois. Et t'as des communautés qui sont ultra business, tu vois. Et comment t'expliques du coup? Parce que limite, là, avec ce que tu me racontes là, je vais te dire, c'est un peu comme si, je sais pas, on avait un pays qui partait du Portugal jusqu'à un morceau de la Russie, en prenant même une partie de la Méditerranée, et qu'on disait ça, c'est un seul pays. Et tout le monde s'entend bien et tout le monde est d'accord pour dire on est du même pays. T'expliques ça comment Ça fait des milliers d'années qu'on est comme ça. Ethniquement, on n'a rien à voir. Tu as des Indiens qui ressemblent. Les Indiens pour lesquels c'est plus compliqué. Déjà, moi, c'est un peu compliqué parce que mes parents sont très clairs de peau. Mon père a les yeux bleus. Il est 100% indien, tu vois. Ma mère est à moitié française. Il y a une énorme partie des Indiens, tu as genre 10 États sur 28 qui, en termes de physique, sont japonais ou chinois, tu vois. Ils sont bridés.
Et alors, c'est des gens qui voyagent très peu en dehors de l'Inde, mais pour eux, c'est très compliqué de dire qu'ils sont indiens. Tout le monde dit, ah, t'es chinois et tout. Il faut jamais leur dire ça. Et t'as des Indiens dans le sud qui ont un physique complètement différent, on a des langues différentes, une cuisine qui est différente. Il n'y a pas de cuisine indienne, tu vois. Tu te doutes bien qu'il y a des régions, ils sont sur le bord de la mer, ils mangent des crustacés. Moi, à 2000 km de la mer, ça va être plus compliqué, tu vois, ça n'existe pas. Tu peux faire des cartes avec la partie où ils mangent du riz, la partie où ils mangent du blé, enfin tu vois, tu as tout ce truc-là que tu as dans d'autres pays aussi. Hein. Mais vraiment, on a une civilisation commune. On a des fois même pas été le même pays, il y a eu des époques, t'as eu des époques de l'Inde où c'était un empire qui a à peu près les mêmes frontières qu'actuellement, pendant des siècles et des siècles, qui représente vraiment à peu près les frontières de l'Inde actuelle à pas grand chose près. Et il y a eu des moments où le pays était super éclaté entre plein de royaumes et tout. Mais c'était des royaumes où il n'y avait pas de frontières entre les gens pouvaient se déplacer, c'était la même zone. Et tu prends par exemple, tu vois, ce livre-là qui est le Ramayana, qui est un livre de l'Antiquité super ancien, qui est un peu l'Iliade et l'Odyssée de la civilisation indienne, tu vois, qui est un roman épique. Tu prends le parcours de Ram, la personne, enfin le héros, on va dire, de l'histoire, qui est un avatar. À travers l'Inde, il se déplace dans les frontières actuelles de l'Inde. Tu vois. Il va à peu près partout en Inde, de l'Inde actuelle. D'accord. Donc il y a cette zone géographique, tu vois, où il y a une compréhension. Et finalement, les Indiens, alors on est ultra racistes entre nous, c'est-à-dire qu'il y a plein de blagues sur les uns sur les autres, mais on le vit bien. Et c'est un pays qui a finalement très très peu de tension, enfin pratiquement pas en fait, au sein du pays. D'accord. À part si un truc qui est poussé de l'étranger, tu vois. Bah ouais, c'est assez impressionnant comme système qui s'est fait organiquement. On n'a jamais eu, comme en Chine, une ethnie qui a essayé d'éradiquer les autres. Il n'y a pas les Han. Mais du coup, oui. Mais du coup, il n'y a pas. Alors, par exemple, sur le choix qu'ont fait les Anglais de faire Pakistan d'un côté, Inde de l'autre, puis que le Pakistan s'est redivisé après avec le Bangladesh, typiquement, ça voudrait dire qu'ils sont dans l'ère géographique de l'Inde, historiquement aussi. Ça voudrait dire qu'ils auraient. Les Anglais auraient très bien pu les laisser dedans. Ça aurait très bien fonctionné comme ça. Ça s'est fait sur une base religieuse. Donc là, tu es dans un truc un peu différent. C'est que c'est une religion qui est exogène à l'Inde, qui est l'islam sunnite. Et du coup, ils ont voulu. Alors, eux, la manière dont on fait les Anglais, c'est qu'ils se sont dit que ça allait créer des problèmes pendant 75 ans, ce qui est à peu près aujourd'hui. Ce qui est le cas actuellement, ils avaient raison. Les Anglais sont des gens très intelligents, honnêtement. Il faut leur reconnaître ça, c'est des gens plutôt brillants. Et ils savaient que ça permettrait à l'Inde. Enfin, ça empêcherait l'Inde une partie de son développement, en tout cas, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est que on n'a pas de frontière ouverte avec le Pakistan. C'est une line of control que tu ne peux pas passer. Tu te fais abattre si tu essayes de passer la frontière, en gros. Donc en fait, on n'a aucun échange économique avec le Pakistan. Il n'y a pas d'échange économique du tout avec le Pakistan. Je crois que la balance commerciale, le volume commercial, c'est genre 800 000 euros par an. Enfin, tu vois, c'est rien, tu vois. Avec les États-Unis, c'est centaines de milliards, tu vois. Et finalement, si on regarde nos voisins, on est beaucoup plus proche aujourd'hui de la Thaïlande. On a une zone de libre-échange avec la Thaïlande, il n'y a pas de taxes, c'est des zones ouvertes et ainsi de suite, tu vois. On est beaucoup plus proche des Thaïs que des Pakistanais. Alors qu'on peut se comprendre à peu près en termes de langue, entre l'ourdou et le hindi. Physiquement, tu vois, genre moi je peux aller au Pakistan Punjabi, je peux passer, tu vois. On a une histoire commune, mais en fait on se parle tellement pas qu'on n'est plus dans le même monde, tu vois. Et finalement, le Pakistan est plus une autre. D'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner, c'est toutes les boîtes françaises qui ouvrent des bureaux Asie du Sud. Ça marche pas comme ça, tu vois. Tu peux pas depuis l'Inde gérer le Pakistan, le Bangladesh et tout, tu vois. Mais le Pakistan avec l'Asie centrale mais le Bangladesh, je sais pas, tu vois. Et limite, l'Inde, c'est plus simple de l'intégrer avec la Birmanie et la Thaïlande et le Sri Lanka. Après, les autres pays, tu vois, Bhoutan, Népal, Sri Lanka, ça dépend, tu vois, mais ça va plutôt bien. Et la situation, du coup, le rapport avec les voisins de l'Inde, du coup, ça évolue comment? Nous, on a quand même tous nos voisins qui ont des problèmes. Il y a eu un coup d'État au Bangladesh l'année dernière. Ouais. Le Pakistan, c'est un pays qui est géré par un service d'enseignement qui est la SI. Comme on dit en Inde, c'est pas un pays qui a un service d'enseignement, c'est un service d'enseignement qui a un pays, tu vois. Et le Sri Lanka a failli s'effondrer il y a 2-3 ans. Les Maldives ont beaucoup de problèmes actuellement. Le Népal a une crise énorme. Maintenant, c'est une sorte de quasi-dictature communiste. Alors, je pense que le Népal, c'est le plus proche de nous. Moi, j'ai la frontière népalaise, tu vois. C'est le pays le plus hindou du monde. Ils sont encore plus hindous que nous, tu vois. Il y a ce truc très bizarre. Parce que le cœur de l'Inde, au final, il est plus au nord de l'Inde. C'est là où il y avait les terres les plus fertiles, où il y a le... Ouais, la vallée du Gange, ça a toujours été l'endroit le plus fertile du sud de l'histoire de l'humanité. Il y a 4 millions, c'est le cas, c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois. La majorité de la population mondiale, enfin l'endroit où il y a le plus de gens qui vivent sur Terre, c'est la plaine du Gange. C'était le cas il y a 4 millions, c'est le cas actuellement, tu vois. 600 millions de gens qui viennent de la plaine du Gange, tu vois, qui vivent sur la plaine du Gange actuellement. Pour une raison très simple, c'est à l'Himalaya, donc tu as plein de fertilisants qui arrivent en fait par l'Himalaya.
Et on rigole souvent des gens de ma région en disant les agriculteurs chez vous, ils balancent un truc et ça pousse, tu vois. Ouais. Ce qui est un peu vrai, tu vois. Je crois que tu as genre 3 km de fertilisants dans la terre. Je sais pas, je connais rien, tu vois, mais c'est un peu Ok. ce qu'on raconte, alors qu'il y a d'autres endroits où, dans le Rajasthan, pour faire pousser un truc, il faut qu'ils faisaient de l'ingénierie super compliquée, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, cette zone-là de l'Inde, paradoxalement, est la moins développée. Tu vois, c'est l'endroit le plus pauvre de l'Inde parce que c'est encore très agraire et il y a moins besoin de charbonner pour faire quoi que ce soit, donc les gens vivent un peu et c'est assez pauvre. On a souvent, moi je suis pas du tout d'accord avec cette vision de l'Inde, mis une division nord-sud. On parle toujours d'Inde du Nord et d'Inde du Sud. Ouais. Si tu achètes le guide du routard, tu as le guide d'Inde du Nord et d'Inde du Sud. Ça peut avoir un sens sur un côté culturel, puisque les langues dravidiennes au sud, les langues sont dravidiennes, au nord c'est des langues indo-européennes. Le hindi, qui est ma langue maternelle, est une langue beaucoup plus proche du français que du tamoul. D'accord. Alors, c'est dans le même pays, tu vois, Ah oui. c'est bizarre, tu vois. Mais tu as plein de mots en commun, enfin tu as plein ça faut aller loin, tu vois. Il Mais faut t'as aller des très loin dans les racines, racines, mais oui, t'as oui, des d'accord. racines, tu vois, de l'indo-européen que tu n'as pas dans les langues d'Inde du Sud. Tu as des différences, tu vois, de culinaires, ainsi de suite, tu vois. Mais aujourd'hui, cette différence-là, elle est uniquement culturelle. La vraie ligne de fracture en Inde, alors je pourrais peut-être te mettre une carte si tu veux, elle est entre, en gros, l'ouest et l'est. L'ouest de l'Inde, donc le nord de l'Inde, toute la côte ouest, Ouais. et tu vois, jusqu'au Tamil Nadu, c'est développé. Et l'est de l'Inde, Bengale, la partie est d'Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, ensuite, c'est vraiment les moins développés de l'Inde, tu vois. Et en gros, tu as des gens qui vivent dans un pays en développement et d'autres qui vivent dans un pays pauvre encore, si tu veux. Et là, tu as plein de mots que je vais pas dire ici, tu vois, qui sont très tu vois, comment dire, péjoratifs vis-à-vis des gens de ma région. Parce qu'il y a une sorte de vrai racisme, tu vois, des gens de cette partie de l'Inde, tu vois. Puis après, il y a aussi le fait que, on est, tu vois, je suis 1m90, 105 kg. On est plus grand, plus machin, on est un peu vu comme les gros bourrins, en fait, tu vois, du pays, cette partie-là, sous l'Himalaya. Alors que les autres sont plus calmes, tu vois. On est très calme aussi, mais tu vois, on a un côté plus... ouais, les gens ont peur, et tu sais, on est vu comme plus voyous, on va dire, tu vois, par le reste du pays. C'est vrai, la plupart des gens ici sont plutôt petits. Ouais, ça dépend. Après, il y a des je fais, endroits en Inde, les gars font tous, tu vois... je fais 1m80 en France, je me trouve à peu près normal. Ouais, Machin. ça Là, dépend- ici, j'ai ça l'impression dépend d'être un géant. vachement Quoi. des régions ensuite, tu vois. Après, je vais te dire un truc qui est horrible, hein, mais c'est qu'il y a un problème en Inde, ces générations actuelles, c'est qu'il y a l'eau. Et tu prends la même famille indienne qui a une famille, un peu de la une branche de la famille au Canada et en Inde, ceux au Canada, ils font 25 cm de plus, tu vois. Ah ouais. Ou alors tu prends les riches, tu vois tous les gens Donc riches. c'est quoi, c'est un problème de nutrition Ouais, c'était une époque où il y avait vachement de problèmes de nutrition, ainsi de suite, et tout. Beaucoup d'enfants avaient des problèmes liés à ça. Et même, tu prends tous les gens grands en Inde, c'est que des riches. T'as vraiment ce truc-là. Tu vois, mon associé fait 1m90 comme moi. En fait, dans ma boîte, tous les gens, tu sais, au top management, on fait tous 1m88, 1m92, tu vois. Parce que c'est que des gars de bonne famille. En fait, je suis le seul qui vient d'une famille très pauvre de ce truc-là. Après, moi, j'ai grandi en France, donc j'ai permis d'avoir ça, tu vois. Mais moi, je suis pas du tout au même niveau socio-économique que les gens avec qui je travaille, tu vois. Moi, mon père, ils sont 15 frères et sœurs, 14 morts infantiles. Mon père est le 15e, sa mère mort après sa naissance. Tu vois, donc c'était ça la réalité de l'Inde, tu vois, de cette époque-là, tu vois. De l'endroit le plus pauvre de l'Inde, tu vois. Tu mourrais de... Et tu sais, t'en es encore au stade où moi j'ai des gens dans ma famille qui sont morts par des léopards ou par des scorpions, ou des trucs comme ça, tu vois. Mon père a les jambes recouvertes de piqûres de serpents et de scorpions. C'est c'est sympa. Ouais, c'était vraiment l'Inde de l'époque, c'était très pauvre, très dur, tu vois. Très très dur. Ouais, donc c'est aussi ça, il faut regarder, même s'il y a encore beaucoup de pauvreté ou quoi que ce soit, faut voir aussi d'où ça vient avant. Viens, quoi. si tu veux, mon père il vient ici, tu vois, souvent, et tu sais, les problèmes que j'ai, il peut pas les comprendre, tu vois. C'est des problèmes de bourgeois pour lui, tu vois. Par rapport à là où il vient, ensuite, c'est autre chose. Et du coup, ouais, toi, tu vas te juger en disant, ouais, ce gars-là en Inde, il a pas l'air d'être très riche et tout. Ouais, mais aujourd'hui, en Inde, tout le monde, en gros, tu sais, le gouvernement actuel a quand même réussi à fournir les besoins de base. Tu as l'électricité, le gaz naturel, c'était vite de couper du bois pour faire manger, des toilettes, Internet, ces trucs. Est-ce qu'il reste encore des trucs à faire? Ouais, il y a plein de trucs encore à faire, tu vois. Mais par rapport à ce que c'était la vie à l'époque, quand j'étais petit, il y avait 14 heures de coupure par jour et tu pouvais mourir de n'importe quoi, tu vois. T'avais une dysenterie, c'était fini, tu vois. Et justement, tu parlais du gouvernement actuel, etc. La politique en Inde, là, ça se passe comment? C'est très différent de la France. Je pense qu'il y a plein de très mauvais trucs et de plein de bons trucs, tu sais, comme dans tous les pays, tu vois. En mauvais trucs, par exemple en Inde, il y a un culte de la personnalité qui est très présent en Asie, qui est très très lourd. Tu vois, genre,
le moindre truc fait par le. En fait, genre, t'as un événement quelque part, t'as des photos de tous les ministres, le Premier ministre, le machin, le truc, tu vois. Genre, les gars, vous avez rien fait, tu vois. Genre, Ouais. pourquoi vous êtes là partout? Récemment, il y a un truc, c'était ridicule, tu vois. Ils ont offert. C'est gentil, tu vois, ils ont offert des tonnes de sacs scolaires aux enfants, ainsi de suite, dans des villages, ainsi de suite, tu vois. T'as des photos d'hommes politiques sur le sac, tu vois. Est-ce que t'as envie d'aller. T'as 12 ans, tu vois, avec ton sac avec une photo d'un ministre, c'est ridicule, tu vois. C'est vraiment ridicule. Euh, Mais globalement, il y a aussi des trucs qui sont assez intéressants dans l'exercice démocratique indien. Et globalement, avant de parler de la démocratie, il y a un truc qui a beaucoup changé en Inde en 14 ans, quand on arrive au pouvoir, c'est la corruption. Moi, j'ai commencé à travailler dans un monde ultra corrompu. Et aujourd'hui, ça a été son grand combat, tu vois, et son grand succès, c'est de retirer beaucoup de corruption. Est-ce qu'il en reste? Oui. Mais globalement, aujourd'hui, tu peux travailler en Inde en faisant des appels d'offres sur Internet, on ne vient pas te racketter, tu peux travailler de manière, tu es assez tranquille, tu vois. Et ça, c'est le. On s'en rend pas. En France, c'est un pays super privilégié. Il y a de la corruption en France, mais elle est d'une nature très différente. Ça a été un changement majeur en Inde. Et ça a été beaucoup joué aussi parce que historiquement, les boîtes qui marchent en Inde, c'était des boîtes industrielles. Et c'est beaucoup plus facile de tamponner des boîtes industrielles que des boîtes qui font du digital. Oui. Le mec, il dit qu'il ne veut pas payer, il prend ses laptops, il va 200 mètres plus loin, tu vois, et puis c'est plus ta juridiction et il va travailler, tu vois. Donc, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, alors que quand tu as une usine, c'est plus compliqué. Après, dans l'exercice démocratique, il y a quelques trucs qui sont assez intéressants, tu vois. Je connais bien la France, tu vois, donc je vais forcément prendre des trucs qui sont problématiques en France. Moi, un truc que j'adore en Inde, c'est le budget. Et je sais, on s'est rencontré par Charles Le Gave, tu vois, c'est un ami commun. Lui, il parle beaucoup de la. Je ne suis pas du tout économiste, hein, il parle beaucoup de la dette et ainsi de suite et tout ça. Il y a un truc que je trouve génial en Inde, c'est déjà Nirmala Sitharaman, qui est la ministre de l'économie, des finances indiennes, a un budget qui est impeccable. Elle est là depuis le début, tu vois. Genre, elle est indéboulonnable dans le gouvernement, tu vois. Elle est à son poste, elle ira jamais ailleurs. Elle était un peu ministre ailleurs. Elle n'était pas terrible ailleurs, mais là, elle est très très bien, tu vois. C'est une femme ultra brillante. Elle te rend un budget tous les ans qui est nickel. 1er février, on sait que c'est le truc. Et après, pendant 15 jours, c'est un débat national. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton argent, tu vois. Et j'aime beaucoup, tu sais, ces blagues sur Internet, Nicolas qui paye, machin et tout, tu vois. Bah, ça, c'est Nicolas qui paye, tu vois. C'est que pendant 15 jours, Nicolas qui paye, il vient discuter du budget, tu vois. C'est son argent. Et il va commencer à avoir un débat. Et en fait, tous les plateaux télé, tous les gens dans la rue, dans les cafés, les machins, ils vont commenter le budget de l'année, tu vois, avec les bons points et les mauvais points, tu vois. On donne trop d'argent à telle région, il n'y a pas assez pour l'éducation. Oui, les paquets sont méchants, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un aussi gros jump sur le budget militaire? Est-ce que dans tel truc, tu vois, il y a trop d'argent mis là et là, tu vois. Et sur les plateaux télé, tu as tous les experts par secteur, par machin, tu vois. Et je trouve le truc super intéressant, tu as un pays, tu payes des impôts et ainsi de suite. Demande à un moment où va l'argent, tu vois. Surtout avec la quantité que nous on paye. Où va ton argent, ainsi de suite, tu vois. Et tu parles à un Indien de base, il a une vision à peu près correcte de c'est quoi le budget, où va son argent, ainsi de suite, tu vois. Et je trouve le truc ultra sain de ce niveau-là. Et après, il y a une réflexion qui est assez intéressante en Inde, tu vois, sur l'impôt. L'Inde a beaucoup copié la France. La France a inventé beaucoup d'impôts, dont l'impôt le plus puissant sur Terre, qui est la TVA, qui est une invention française. En Inde, ça s'appelle la GST, mais c'est pareil, c'est 18% en Inde, tu vois. Et beaucoup de trucs, tu sais, dans des pays comme, qui sont des pays qui sont développés assez récemment, mine de rien, ils ont pris des copier-coller. Ouais. Tu vois, d'autres pays, par exemple, je sais pas, le code comment ça s'appelle, d'importation des voitures en Inde, je connais bien l'automobile, il était copié-collé des États-Unis. Ils ont pris le truc et ils l'ont copié-collé, c'était fini, tu vois. Et après, ils adaptent 2-3 trucs, mais c'est tout. La loi indienne, il y a encore plein de trucs qui viennent de la common law britannique, tu vois, qu'on n'a pas changé. C'est une catastrophe d'ailleurs. Le droit indien est une blague magistrale. Si tu regardes dans la discussion indienne, il y a un truc qu'ils se sont rendus compte récemment, c'était que quelle est la vraie valeur de l'impôt sur le revenu? Tu vois, c'est un grand débat en Inde. Historiquement, en Inde, c'est une démocratie, tu vois. Le gouvernement indien, jusqu'à très récemment, je parle vraiment, genre il y a 1 an ou 2 ans, ils avaient que 2 personnes auxquelles ils voulaient faire plaisir, c'était les pauvres et les très riches. Pourquoi les pauvres? Parce que c'est les majorités de la population, c'est eux qui votaient, et donc l'Inde est un pays très socialisant par nature. Il y avait plein d'avantages, d'aides, de trucs comme ça et tout. Et puis les gens en avaient vraiment besoin, tu vois, donc ça permettait vraiment de développer ça. Et les très riches, le 1% des plus riches, parce que c'est eux qui font l'économie, c'est eux qui faut machin. Ouais. En gros, ça dépend, le reste dépend d'eux, tu vois. Donc voilà. Quel est le point commun entre les gens très pauvres et les gens très riches? Ils ne payent pas d'impôts. Les pauvres, ils sont sous le seuil où ils peuvent payer des impôts. Et les gens très riches, ils ont des sociétés, des machins. Il n'y a pas d'ABS en Inde. Tu peux acheter ce que tu veux en frais de société, donc ils s'en sortent bien, tu vois. Et la middle class, donc Kumar qui paye, tu vois, Rajesh qui paye, c'était pas beaucoup de gens. Donc en fait, ils pouvaient se plaindre, c'était pas très grave. Et puis, quand tu mets 30 millions de gens par an que tu sors de la pauvreté,
Tous ces gens-là vont pas être entrepreneurs. Ensuite, il y a plein de gens qui vont avoir des métiers en col blanc. Ils sont dans un bureau, ils tapent sur un ordinateur, ils sont techniciens, ingénieurs, machin et tout. Et eux, ils ont une fiche de paye, ils sont payés par UPI, qui est le système de paiement indien, tous les mois. Ils ne peuvent pas échapper à l'impôt et tout, tu vois. Donc ils payent des impôts. Et cette population-là est en train de devenir la majorité de la population indienne. Et donc maintenant, eux, ils se sont vraiment plaints. Genre Nicolas qui paye en Inde, c'est vraiment pas du tout content, tu vois. Il y a eu des élections en Inde il n'y a pas longtemps. C'était compliqué. Il y avait un sujet qui était compliqué, c'est celui-là. C'était la middle class. Elle voulait plus payer d'impôts. Et les impôts sont très chers en Inde, c'est genre 30-35%, tu vois, d'impôts sur le revenu. Et du coup, l'Inde a complètement changé. Ce qui est énorme si tu as un salaire de 800 euros par mois. Le salaire médian en Inde, ça va être 420 euros, un truc comme ça. Donc c'est beaucoup plus faible que la France, qui doit être 2100, oui, c'est 2000 et quelques, un truc comme ça, tu vois. Mais le prix de la vie est beaucoup plus bas aussi. Et puis après, il cache plein de disparités. Enfin, il y a plein de trucs derrière, mais globalement, c'est ce truc-là. Je pense qu'il est plus haut que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des moyens de ne pas déclarer plein de trucs et tout. Puis le cash circule encore beaucoup en plus. Pas le vrai cash, le cash mais par UPI. Le cash digitalisé circule beaucoup, tu vois. Moi, j'ai plus jamais de cash, tu vois, ça sert plus à rien, tu vois. C'est vraiment avec par téléphone, tu vois. Je crois que 50% des paiements électroniques sur Terre, c'est un système indien, qui c'est du gouvernement indien qui est UPI. Il n'y a pas de frais dessus, tu vois. Et avoir une carte bleue en Inde, c'est un truc de boomer, tu vois. Les jeunes, ils n'ont pas ça, tu vois. Du coup, pour revenir à mon point, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réflexion assez importante sur la valeur de l'impôt sur le revenu. Et cette année, dans le budget, ça a été un tremblement de terre. En gros, pour payer des impôts en Inde, avant, il fallait gagner à peu près 300 et quelques euros par mois, ce qui faisait que beaucoup de gens payaient des impôts. Et là, maintenant, c'est 1200 euros par mois. Donc, c'est pas, ils ont augmenté de 4%, c'est pas à la française où quand on bouge un truc, ça bouge de 2%. Ils ont multiplié le truc énorme, tu vois. Donc, si je faisais un ratio, c'est comme si avant, en gros, à partir du moment où tu gagnais le SMIC, à peu près, tu commences à payer des impôts. Et maintenant, c'est comme si un Français gagnait, je sais pas, 7000 euros par mois, tu vois. Tu commences à payer des impôts. Donc en gros, tous les Français gagnent moins de 7000 euros net par mois, ne payent plus d'impôts sur le revenu. Tu vois. Et c'est super intéressant, et pour l'instant, ça marche super bien. Globalement, l'Inde ne perd pas d'argent en faisant ça. On verra après quelques années. Et tu vois, ils ont voulu faire un test sur un truc, ils n'ont pas fait un test à moitié. Ça, c'est bien. Ils ont viré en gros l'impôt sur le revenu pour l'écrasante majorité des Indiens. Alors, il y a quelques conditions à prendre en compte pour que ça marche. C'est que déjà, si tu regardes l'économie indienne, déjà beaucoup de trucs sont fabriqués en Inde. Enfin, beaucoup de produits sont locaux, par des marques indiennes, faits par des boîtes indiennes. Alors, autant les Tata, Adani, Reliance, tu les connais pas en dehors de l'Inde, mais en Inde, ils sont très très forts, donc ils fabriquent ici. Ensuite, même les produits de marques étrangères sont beaucoup fabriqués en Inde. Même l'iPhone est fabriqué en Inde, les Samsung, Decathlon, enfin, toutes ces marques-là qui vendent en Inde, fabriquent en Inde. L'Inde prend la place d'atelier du monde qu'avait la Chine. À chaque fois qu'il y a un problème sismique avec la Chine, il y a 3 pays qui gagnent, le Mexique, parce qu'ils sont en face des États-Unis. Le Vietnam, parce que c'est la continuité géographique de la Chine, et l'Inde, parce que c'est l'autre marché où tu peux mettre 20 000 mecs dans l'entrepôt à très haut niveau technologique pour faire des téléphones ou ce que tu veux. Tu vois. Donc à chaque fois qu'il y a un clash sino-américain, l'Inde gagne des milliards, c'est sûr. Tu vois. Et le troisième truc, c'est que même les produits étrangers qui rentrent en Inde, l'Inde est un pays qui est ultra protectionniste économiquement, donc les droits de douane sont énormes. Et en fait, le pitch de l'Inde, c'est de dire on est un pays protectionniste économiquement, on fabrique plein de trucs, même les marques étrangères, et on protège notre économie. Donc au final, pourquoi on va taxer des gens sur une taxe, d'une taxe, d'une taxe Parce qu'au final, tu payes une TVA, l'impôt sur le revenu, des droits de douane. À un moment, il faut choisir. Tu vois, tu peux avoir des taxes sur des taxes. Tu vois. Et ben, ils ont choisi de retirer la taxe de base, qui est l'impôt sur le revenu, pour permettre aux gens, en fait, les autres taxes existent encore, tu vois. Et après, tu payes ta TVA et ils font leur économie comme ça, tu vois. Et je pense que c'est une réflexion, je ne suis pas fiscaliste ensuite, mais je pense que c'est une réflexion qui est assez intéressante. Mais dans le fonctionnement du gouvernement, je trouve que c'est intéressant de manière générale même, parce qu'il y a une logique, c'est-à-dire vu qu'il y a tout à faire, c'est dans une logique où des fois ils reprennent tout à zéro quoi, aussi. C'est-à-dire, ok, les autres pays ont fait comme ça, on a copié bêtement jusqu'à présent, maintenant, est-ce qu'on ne remet pas en question ça, est-ce qu'on ne le ferait pas différemment ? Ce qui est marrant, c'est que c'est un pays qui a des problèmes structurels énormes, tu as des trucs qui ne marchent pas du tout. Je parlais de la justice, tu vois, du droit, ça n'a toujours pas été fait, tu vois, c'est un empilement de trucs. Voilà. Et le gouvernement, un jour, vient et fait ce qu'on appelle un quantum jump. C'est un terme qui ne veut rien dire, c'est un jump quantique. C'est les termes de jeux vidéo, c'est une armure quantique, ça ne veut rien dire, mais ça fait très très bien, tu vois. Ouais. Mais ça veut juste dire qu'en fait, ils vont faire table rase du passé et ils vont repermettre de changer complètement le truc. Ce qu'il faut comprendre dans l'exercice démocratique indien, c'est qu'il y a une grosse différence avec la France. C'est que les gens parlent beaucoup au moment de l'élection, mais après, quand un gars est élu, il la ferme. Tous les 5 ans, c'est comme en France, tu vois, un jeu démocratique où on élit un chef d'État. Là, c'est des débats pendant 4 mois. Une fois que le gars est élu, on le laisse tranquille, tu vois. Ça sert à quoi sinon, tu vois, d'avoir une élection ?
son programme, il le passe. Tu vois. En France, tu as 20% du programme qui va mettre 5 ans à être passé, peut-être. Ouais. En Inde, tu arrives au pouvoir, ton Tu programme mets il est ton passé, programme, puis puis après, on verra, tu vois. gères les Tu résultats de ton les- programme. Exactement, Quoi. tu vois. Sinon, Mm. ça sert à quoi de faire une élection, tu vois. Ouais. Et Modi, il est très bon en com. Il essaye tous les mois de faire un moment, tu vois, de com. Alors, il va prendre un moment. Avant, la TVA était différente sur tous les États. Donc, tu avais des paradis fiscaux en Inde sur les TVA. Il a dit voilà, maintenant, on va unifier toute la TVA en Inde, c'est 18% sur tout le pays. C'était une révolution. Il y avait des douanes en Inde. C'est-à-dire que quand tu avais des conteneurs en Inde qui passaient d'un État à un autre, tu avais des droits de douane. C'était délirant, tu vois. Il va lancer une mission sur la Lune, il va lancer un truc. Alors, des fois, c'est des fours complets, hein. Des fois, il se plante complètement, il lance un truc génial, et puis ça donne absolument rien, tu vois. Et des fois, c'est génial, tu vois. Mais du coup, il essaie toujours d'avoir des changements énormes. Et la population accepte ça, et est assez contente d'avoir ça. Et je pense que le problème actuellement, c'est que les défis du futur sont tellement grands que tu peux plus avoir des débats de est-ce qu'il faut augmenter l'âge de la retraite de 2 ans ou pas, tu vois. Le débat, il n'est pas là, c'est est-ce que c'est une pyramide de Ponzi ou pas. Ouais. C'est comment est-ce qu'on repense le Ouais, système c'est en fait, dire le mais en France, ce serait impossible, tu vois, tu pourrais pas avoir ce truc-là, tu vois, mais tu peux pas faire une gestion étatique d'1% par-ci par-là, il faut prendre des décisions lourdes. Et du coup, tu l'as dit par rapport et très fédéral, je pense que les gens l'auront compris, mais il y a c'est-à-dire le niveau de fédéralisme, si on devait le comparer à d'autres pays, il se trouve où actuellement et quelle direction il prend? Länder, allemand, c'est à peu près à ce niveau-là. C'est difficile de comparer l'un à un autre pays, tu vois. En fait, l'un des plus en plus centralisateurs, c'est que Modi, c'est un de ses grands trucs, c'est quelqu'un qui veut centraliser le pays à Delhi. Moi, une des raisons que je viens pas du tout de Delhi, tu vois, ma famille vient de la frontière népalaise, mes parents étaient à Bénarès. On appelle ça Varanasi, mais le nom en français c'est Bénarès, tu vois. Mais j'habite à Delhi parce que tout est décidé ici, tu vois. Même pendant longtemps, on a dit la capitale économique de l'Inde, c'est Mumbai. J'ai vécu à Mumbai. Hein. Quand je suis revenu de France, j'habitais en 2010. J'habitais à Mumbai, tu vois. Je suis vite venu à Delhi, tu vois. Toutes les décisions sont ici, tu vois. Donc, l'Inde est en train de vraiment centraliser. Les États ont de moins en moins de pouvoir. C'est vraiment à la marge maintenant. Tu peux gérer la couleur des trottoirs, mais c'est à peu près tout. C'est un pays qui va de plus en plus sur le modèle chinois de centralisation, tu vois. D'accord. Ouais. Ok. Et si tu as eu des Français qui se posaient des questions par rapport à l'Inde, etc., parce que c'est une remarque que n'importe quel entrepreneur ou investisseur va se faire aussi, c'est de se dire, bon, je suis habitué à l'Europe. Le schéma type, c'était Europe, États-Unis, voilà, on était dans ce monde-là. Puis à la limite, si un jour on devait faire la Chine, quoi que ce soit, c'était par des intermédiaires de ces pays-là. Et là, aujourd'hui, il y a des pays qui, la croissance, elle est complètement négative, il ne se passe plus rien, ça devient, ce qui était la stabilité commence à se perdre. Les taxes, on n'a qu'une solution à tous les problèmes, c'est donc mettre une taxe ou une règle quelque part. Donc de plus en plus, on regarde là où le monde s'active et s'améliore et où du coup il y a des choses à faire. Tu leur donnerais quoi comme conseil ou qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour un Français en Inde ou des choses comme ça? L'Inde, c'est pas le plus simple du monde. Je pense que par exemple, vivre en Inde, si t'es pas indien, c'est pas le pays le plus simple sur Terre. C'est possible, j'ai des amis, d'ailleurs, moi je dis c'est des femmes qui vivent ici, qui se sentent très bien, qui ont fait des carrières incroyables. Ensuite, tu pourras les interviewer si tu veux. Qui font vraiment des trucs hallucinants. Donc ça existe, des entrepreneurs français, surtout des entrepreneuses pour le coup, françaises en Inde qui font des trucs fous. Mais tu vois, c'est pas comment dire, Dubaï ensuite où tu vois, tu as tout un framework qui est facile pour s'implanter. Il y a des codes culturels qui sont lourds. Il y a plein de trucs à savoir ensuite, tu vois. Par contre, je pense que l'opportunité, et tu vois, moi je suis pas l'ambassadeur de l'Inde, tu vois. C'est un pays qui a plein d'avantages et plein de défauts aussi, tu vois. C'est pas la qualité de vie qui est la plus simple si tu comprends pas les codes. Même moi, honnêtement, quand je suis arrivé à Delhi, j'ai mis 1 an et demi à me faire acquis dans la ville parce que j'ai un endroit très pauvre en Inde. Et j'ai grandi en France, tu vois. Je connais pas le système scolaire indien, ensuite, tu vois. Donc c'était même pas simple pour moi, tu vois. Ça fait 10 ans, on va dire, une dizaine d'années que maintenant je suis vraiment bien à Delhi, tu vois. Je suis ce qu'on appelle un delight, un local. Mais c'est pas simple. Par contre, je pense qu'il y a quand même plein d'opportunités pour les entreprises pour vendre en Inde, parce que c'est un marché où il y a une grosse croissance, il y a la plus grosse population du monde. C'est un marché qui est ouvert contrairement à la Chine. Tu as de la croissance, donc c'est intéressant. Après, sur ta population de gens qui regardent, je pense que pour les start-upers, les entrepreneurs, c'est un super marché, tu vois. Parce que je vais te raconter une histoire, tu vas voir, je vais faire une petite digression, je vais reboucler, tu vois. J'ai un ami qui a reçu de l'argent d'un gros fonds d'investissement américain qui est Sequoia pour pas le nommer. Et Sequoia avait une culture, je ne sais pas s'il l'a encore, de faire des voyages groupés des boîtes dans lesquelles ils investissent. Donc en fait, ils prennent les founders et ils leur font faire un tour du monde, tu vois. Et le gars, sa boîte s'appelle Log9, tu vois.
Donc il fait de la deep tech. Il a remonté une boîte maintenant. Et lui, donc, il a fait le voyage de Sequoia et ils allaient dans 4 pays, tu vois. Et il n'y a pas l'Europe. Donc tu as US pour le côté marketing. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils font le marketing avant tout le reste. Les Américains, Ouais, tu bien sais, sûr. un Français, il fait le marketing à la fin, c'est un des trucs, tu vois. Oui, oui. Tu prends un Faut que le stagiaire produit d'école soit de commerce, parfait et tu vois. après on Ils font le marketing d'abord, tu vois. Ensuite, ils font ce qu'ils appellent product. Product, c'est fait en Inde à Bangalore. Mhm. Donc, marketing, c'est dans la Silicon Valley, à Palo Alto. Marketing, c'est en Inde à Bangalore. Ensuite, ils font finance, Singapour. Et après, ils font scale à Shanghai. Et c'est ça le voyage, tu vois. Il n'y avait pas l'Europe dans le truc, tu vois. Et, euh, et je pense qu'en Inde, il y a une grosse compétence sur les produits. Et après, il y a un marché qui est super important. Là où les Asiatiques, je trouve, pêchent par rapport aux Français, c'est qu'une startup en Inde, tu as tellement de marchés que tu n'as pas besoin d'être très créatif. T'as Mhm. pas, tu vois, le français et l'italien, il y a une attention au détail qui est très forte. Il va trouver une niche et tout. Parce que c'est des marchés qui sont très saturés. En Inde, tu veux faire une startup qui marche, tu vends des lunettes sur Internet et tu fais 6 milliards. Tu vois, c'est simple, tu vois. En fait, les Indiens vont être des monstres en acquisition de clients, en chaîne logistique, t'ouvrir des entrepôts incroyables. Tu vois, les Asiatiques ont ce truc-là, tu vois. Les Ambani, quand ils reçoivent des Européens, tu vois, ils disent vous avez un gros problème quand vous venez en Inde, c'est que vous pensez big. Vous dites je vais venir en Inde, il faut que je pense big. Big, c'est une énorme erreur. Il faut penser massif. Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois, c'est un milliard 4. Tu peux pas l'intellectualiser comme Oui. chiffre. Tu vois, c'est trop bizarre comme chiffre à Et avoir. c'est comme si tu Tu vendais prends- à 3 fois toute l'Europe en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Même tu prends ton monde, c'est toute l'Europe, c'est encore 3 fois toute l'Europe, tu vois. C'est incompréhensible, tu vois. Le cerveau humain ne peut pas comprendre ça. Et du coup, je pense que la qualité des Français sur faire des produits super tailored, ils peuvent facilement rentrer en Inde sur un truc qui va être un peu niche. Mais la niche en Inde, elle est énorme, tu vois. Ouais. Ce qui est assez fou en Inde, c'est que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont très successful. Tu les vois, ils arrivent, tu vois, en mébar et ainsi de suite. Ils sont pas très brillants. Mhm. C'est un peu méchant ce que je dis, mais finalement, ce gars-là en France, il tiendrait pas 2 jours. Parce qu'en France, pour être un bon entrepreneur, il faut avoir un marketing incroyable, un produit incroyable, des finances incroyables, un recrutement incroyable. En France, une boîte de 20 personnes, elle recrute 2 personnes de trop. À cause de l'URSSAF, elle est finie. C'est fini, tu vois. Ici, les boîtes, comme je dis souvent, tu vois, moi j'ai 350 employés, mes stagiaires ont un gars qui leur fait le café. Mhm. Tu sais, parce que c'est pas, tu vois, c'est pas super important. L'enjeu, il n'est pas là en Inde. Il y a plein d'autres trucs compliqués en Inde, mais il n'est pas là. Et du coup, tu peux avoir une boîte à moitié bancale, mais c'est très bon dans 2 trucs. Tu as un très bon produit ou un très bon marketing, bah en fait, ça permet de lisser tout le reste. D'accord. Et par contre, il faut être très bon dans un truc. Tu vois. Mhm. Et je pense que pour les Français, venir avec des startups françaises en Inde, ça peut être assez fort. Moi, ce que j'aime pas chez les Français qui réussissent en Inde, c'est qu'ils ferment la porte derrière eux. Il y a des tonnes de boîtes françaises qui marchent très 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 bien en Inde, qui font beaucoup d'argent en Inde, énormément d'argent en Inde. Il y a des boîtes françaises, souvent c'est pour les marchés sur terre pour eux actuellement, mais ils en parlent jamais, tu vois. Et les boîtes françaises qui parlent de l'Inde, c'est ceux qui sont venus, qui sont pété les dents, ce qui peut arriver, c'est pas un pays simple, et qui après vont dire ouais, l'Inde c'est compliqué, et ainsi de suite, tu vois. Mhm. Il y a un côté très. Alors que les Allemands, tu vois, ils trouvent un truc en Inde, ils vont ramener d'autres Allemands. Oui, c'est vrai. Alors ils vont prendre des mecs de la Ruhr parce qu'ils viennent de la Ruhr, mais ils vont avoir ce côté. Ouais, les Italiens font pareil Ouais. aussi. Et les Ouais. Français, c'est très Ouais, individualiste. moi j'ai réussi, j'ai trouvé un endroit, tu Puis ils vois, disent- je fais de Je crois que l'argent. c'est pas genre Decathlon, par exemple, qui a eu un succès colossal en C'est Inde, le mais plus on n'en gros parle machin, je pas crois du tout. que. Genre, ils j'ai- pourraient fermer en France, ce serait pas Ouais, grave ouais. en fait. Ils vendent énormément ici, ils ont des boutiques énormissimes, ils vendent que la marque Decathlon. La grande force de Decathlon, c'est que tu t'es rendu compte qu'en Inde, le multimarque, tu as des trucs, tu as 2 règles assez folles en Inde, c'est que tu n'as pas le droit aux grands propriétaires terriens et tu n'as pas le droit au supermarché. D'accord. C'est que intellectuellement, l'Inde ne veut pas qu'il y ait une acquisition en fait, des terres par une personne Hmm. ou de la distribution par une personne. Ils veulent que le petit fabricant, le petit paysan maîtrise ça. D'accord. Donc en gros, si tu vends du multimarque, tu as une surface de vente qui est très limitée. Par contre, rien t'empêche d'avoir une boutique Louis Vuitton de 20 000 m² si tu veux. Mhm. Tu vois. Et du coup, Decathlon, ils se sont dit, s'ils vendent Nike et Adidas, ils sont super limités, mais s'ils vendent que Decathlon, il n'y a pas de problème. Donc ils vendent que Decathlon en Inde. Tu ne peux pas acheter une paire de D'accord. baskets Nike chez Decathlon en Inde. Et ils ont réussi en fait à faire un truc incroyable. Et d'ailleurs, la direction Decathlon à Bangalore, c'est la direction Asie. Or, Chine, ainsi de suite, tu vois, ils gèrent tous les autres pays d'Asie depuis l'Inde. Quand une boutique est designée à Taïwan ou en Indonésie, elle est designée en Inde, tu vois. D'accord. Ils envoient des Indiens monter, des Indiens qui bossent pour Decathlon pour le faire et tout, tu vois. Mais il y en a plein des boîtes comme ça, tu vois, qui s'en sortent super bien, tu vois. Mais qui après sont très discrets. Après, Decathlon, ils sont toujours discrets. Les Mulliers sont très discrets en général Oui, sur le oui. business, eux, c'est leur culture d'entreprise, tu vois. Mais il y en a d'autres qui parlent sur d'autres pays, mais qui le font pas, ils font pas sur l'Inde, tu vois. Mais on parlait d'Airbus, tu vois. Les plus gros clients d'Airbus, c'est Indigo et Air India. Oui. Ils en parlent assez peu, tu vois. Eh ben, écoute, Ram, merci beaucoup.
Je pense que là, on a fait un très beau tour. C'était très intéressant. Merci à toi. Je mets le lien vers ta chaîne en description et en écran de fin. Je dois beaucoup apprendre de toi parce que je suis très peu productif. Je suis pas youtubeur, donc j'apprendrai de toi. Ça Mais va je pense là-dessus. qu'en tout cas, t'as un profil particulier, t'as une Ouais. expérience bien particulière qui, pour des Français, est peu accessible sur ce genre d'informations. Donc, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le Merci temps. d'être venu. J'espère que tu passeras un beau séjour en Inde. Bah oui, déjà, pour le moment, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de raison. Et puis, bah, je vous dis à tous, je vais vous mettre les liens vers les autres extraits si jamais on diffuse ça. Et puis, bah, je vous dis à tous à la prochaine pour un nouvel marche. épisode. Namaskar. Merci beaucoup, Ram. Salut. Je remercie le sponsor de cette vidéo, les éditions Phoenix. N'oubliez pas, le lien est dans la description si vous souhaitez ouvrir un beau cadeau de Noël autour de l'histoire de France.